Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce samedi 14 juin. Je me suis pas trompé sur le mois contrairement au débrief du Game 2. On est là pour débriefer ce match 4 des finales NBA 2025. Des finales épuisantes, hein, on va pas se mentir. C'est des finales où en tant que supporter, que ce soit des Pacers ou que ce soit du Thunder, on commence à arriver un petit peu au bout de nos émotions et on commence à arriver un petit peu au bout de nos ressources physiques et mentales. J'espère que les gens qui avaient pronostiqué des finales NBA absolument chiantes se régalent quand même parce qu'on a des beaux petits matchs, mine de rien. En tout cas, on a des matchs serrés. On a une série serrée pour débriefer ce match 4 où le Thunder est parvenu à récupérer l'avantage du terrain, où le Thunder est parvenu à égaliser envers et contre tout malgré un scénario extrêmement défavorable. Avec moi, j'ai Tom. Tom, comment vas-tu après ce match 4? Ah, ça va, évidemment. Ok, ici a repris l'avantage du terrain, donc ça peut que aller, même si c'était un match éprouvant émotionnellement devant l'écran, c'était pas facile, hein. Franchement, fou. On est pas passé loin de la catastrophe quand même. Mais voilà, l'essentiel est fait. On l'avait dit à la fin du match 2, il faut qu'OKC prenne un match à Indiana. C'était très laborieux, mais OKC l'a fait, donc a repris l'avantage du terrain et on se retrouve dans la même situation que contre Denver, notamment sur cette série de playoffs, où match 5 à OKC, il y a deux partout, voilà. Balle au centre, bonne chance à tous. Ouais, donc, voilà. On reparlera de ce match 5 dans 1h10. Voilà. Je sais pas trop combien de temps ce débrief va durer, mais avant ça, évidemment, vous pouvez vous abonner partout puisqu'il y aura minimum 2 débriefs supplémentaires, donc vous pouvez continuer à vous abonner. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne Twitter, enfin au compte Twitter de Wear Thunder, à la chaîne Twitch. Vous pouvez laisser des petits pouces si la vidéo vous plaît, vous pouvez laisser des commentaires. Et puis avant de parler de ce match 4 plus en détail, moi je trouve ça extrêmement rigolo quand on fait le débrief du match 3 avec Pierre, de voir que ce sport est tellement beau qu'il est capable de te faire mentir comme te donner raison dans la même phrase. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans le débrief du match 3 où je dis que sur le match 4, tu peux pas espérer que l'attaque des Pacers s'arrête comme l'attaque de Denver s'était arrêtée sur le match 4. C'est exactement ce qui s'est passé dans le quatrième quart-temps. Bien sûr, hein, les Pacers ont marqué 35 points. Comme j'ai dit, enfin pour ensuite déclarer, il faut surtout que OKC ne se prenne pas 30 points dans les quatrièmes quart-temps de la part des Pacers comme ça avait été le cas sur le match 1, sur le match 2, sur le match 3. Ah, ça pour le coup c'est exactement ce qui s'est pas passé. Donc OKC n'a encaissé que 17 points dans ce quatrième quart-temps. On va débriefer ce match 4, un match 4 remporté 111 à 104 pour le Thunder au terme d'un match où bon, j'ai envie de dire c'est pas vraiment le copier-coller du match 1 parce que le match 1 OKC était encore plus leader, mais Indiana a mené pendant 35 minutes, OKC n'a mené que pendant 9 minutes, OKC a mené quoi 2 minutes 20 en deuxième mi-temps. À partir du moment où Shai Gilgeous-Alexander rentre son tir, je crois qu'il reste 2 minutes 20 à jouer dans le quatrième quart-temps. On en reparlera évidemment de ce tir, on parlera de ce clutch de Shai Gilgeous-Alexander, l'occasion de parler aussi des Hébreux. Bon, on n'en parlera pas beaucoup parce que selon nous ça change pas le cours du match, il y a d'autres facteurs qui changent le cours du match, mais vu le nombre de lancers qui a été accordé d'un côté comme de l'autre, on sera quand même obligé un petit peu de le mentionner. Mais voilà, c'est un match... Tom, avant de parler potentiellement de ce qui s'est passé au niveau de l'évolution de la starting line-up, au niveau de la première mi-temps assez cata, du troisième quart-temps où il y avait plein de problèmes, on en parlait en off juste avant, il me fait plus penser, forcément quand tu vois le scénario, t'es mené 2-1, t'es au bord du gouffre dans le quatrième quart-temps, on peut pas s'empêcher de penser, tiens, c'est le match 4 face à Denver, all over again, quoi. C'est vraiment un comeback, une espèce de réécriture, un remake du match 4 face à Denver. Moi, j'ai une autre théorie, c'est que quand tu vois OKC qui se fait dominer, quand tu vois OKC qui a besoin d'un takeover dans le quatrième quart-temps de chez Gilgeous-Alexander, quand tu vois que t'as une défense qui enfin prend le pas sur l'attaque alors que t'es mené 2-1, ça me fait plutôt penser au match 4 face à Dallas de l'an dernier. Je préférerais que ce soit que le scénario suive celui de la série contre Denver, je t'avoue. Oui. Mais logique. Ouais, moi, ça me fait plus penser à Denver parce que j'ai une mémoire courte. Les playoffs de l'an dernier, là, Dallas, j'ai oublié. Pour moi, Dallas, c'est une équipe qui perd au play-in maintenant. J'y pense plus. On se revoit l'an prochain. Mais oui, bah, dans tous les cas, que ça fasse penser au match contre Denver ou contre Dallas, c'est une victoire miraculeuse. C'est une victoire où franchement. Là, sur la série, le 2-2 est mérité parce que sur le game 1, tu domines tout le match, mais tu le perds à la fin en foirant ton clutch et Indiana met des tirs improbables. Mais par contre, ce match 4, c'est Indiana qui doit le prendre normalement, hein, parce que pendant 3 quarts temps, certes, il n'y a jamais eu de très gros écarts pour Indiana,
Mais ouais, fin de troisième quart, on en reparlera quand Topin prend feu ou quoi, tu te dis, oula, là là c'est fini, on revient au OKC à 3-1 et bon, bah, il va falloir un exploit, quoi. Donc, Ouais. voilà, c'est une victoire miraculeuse, ça s'est équilibré, donc le 2-2 est plutôt logique au final, mais tant mieux, hein, ça s'est allé dans le sens d'OKC pour ce coup-là. Donc, et comme tu l'as dit, là on va l'exposer aussi dans ce podcast, mais pour une fois, Indiana a foiré un money time. Pour une fois, le monde s'est arrêté à Indiana et pour une fois, et du coup, t'as su en profiter, pareil de manière assez laborieuse, mais t'as su profiter de ce coup de moins bien d'Indiana en fin de match, et donc bah voilà, il y a 2-2, on est au meilleur des trois maintenant, donc tout va bien, on est serein. Ouais, c'est une série WNBA au premier tour, hein, puisque c'est une Ouais. série au meilleur des trois. Non, non, mais on en avait parlé dans le match 3, dans le débrief du match 3 avec Pierre. Quand tu arrives à ce stade de compétitivité, à ce niveau de compétition, la notion de mérite n'existe plus. Donc peut-être que les Pacers méritaient de remporter ce match 4, mais au final, c'est le Thunder qui l'a emporté. Tout comme le Thunder méritait probablement de remporter le match 1, mais ce sont les Pacers qui l'ont emporté. Voilà, effectivement, ça s'équilibre et logique, j'ai envie de dire, que le score de cette série soit à 2-2 quand tu vois que les deux équipes ont un niveau qui est relativement similaire. Alors je sais pas si c'est le Thunder qui s'est abaissé au niveau des Pacers ou si c'est les Pacers qui ont su élever leur niveau de jeu. C'est un petit peu des deux, je pense, parce qu'il faut quand même donner du crédit à cette équipe d'Indiana. On va donner beaucoup de crédit lorsqu'il faudra débriefer la performance offensive du Thunder, mais effectivement je trouve que sur ce match il y a quand même eu, tu vois, avant le début des playoffs, moi j'étais le partisan de dire que cette équipe de KC c'était des dauphins et que des dauphins t'en faisaient pas des requins. Je l'avais souvent répété sur la série face à Denver. Et là, tu peux pas nier l'espèce de résilience qu'a eu le Thunder, que ce soit sur le match 4 face à Denver, que ce soit sur ce match 4 face aux Pacers, où on va être très honnête, qui croit encore aux chances du Thunder lorsque Obi Toppin met son putback layup là, non, ou met son dunk, d'ailleurs c'est même pas un putback, pour passer à plus 10 au beau milieu du troisième quart-temps, qui pense que le Thunder est encore capable de faire un comeback à partir du moment où Indiana est à plus 4 et qu'il reste 3 minutes 20 à jouer. Enfin voilà, peu de gens croyaient dans ce comeback du Thunder. Ça semblait, tous les signaux semblaient pointer en direction des Pacers qui menaient 3-1, mais le Thunder, de par sa capacité, de par sa résilience, de par le clutch de Shai Gilgeous-Alexander, de par une défense qui a enfin step up au meilleur des moments sur le match, est enfin parvenu à égaliser dans cette série, à remporter ce match à l'extérieur, ce précieux match à l'extérieur qu'il fallait remporter. Donc voilà, bravo à toute l'équipe, puisque même si on va être pas négatif, on va être critique quand même sur la performance du Thunder, parce qu'elle est pas bonne, on va pas se mentir, la performance du Thunder sur ce match n'est pas bonne. Par contre, t'as été capable de retourner la situation pour récupérer l'avantage du terrain. On peut débuter en disant que le Thunder s'est mis dans la mouise dès le début. C'était la news avant même le début du match. C'était le retour à la double big line-up. Bon, Mark Delnault a décidé de revenir aux bases qui ont fait le succès, qui ont fait le succès du Thunder durant la saison régulière plus les playoffs, avec le retour d'Isaiah Hartenstein. On va pas se mentir. C'est pas sur le début de match que l'association des deux bigs gagne des points, parce que vraiment ce début de match offensivement pour les Pacers et défensivement pour le Thunder a été extrêmement laborieux, puisque les Pacers marquent 24 points en 5 minutes et 40 secondes à peu près. Ils sont à 9 sur 12 au tir, ils doivent être à 4 sur 5 à 3 points, et tu vois que sur ce premier quart-temps, et même les minutes avec Hartenstein, tu as une pression très forte qui est amenée sur Tyrese Haliburton. Ça vient souvent doubler, voire même trapper sur Tyrese Haliburton avec Hartenstein ou avec Chet Holmgren. Ce qui fait que quand cette attaque des Pacers elle se retrouve à jouer une possession offensive à 4 contre 3, elle va souvent trouver les solutions. C'est ce qui s'est passé avec notamment des 3 points dans les corners, que ce soit pour Pascal Siakam, que ce soit pour Aaron Smith, que ce soit pour Andrew Nembhard. Je trouve que c'est une équipe qui, sur le début de match, a su te mettre un petit peu le nez dans le caca, on va pas se mentir, en te forçant en tout cas en jouant sur le manque de mobilité d'Hartenstein ou sur le fait que comme tu venais trapper très haut sur Tyrese Haliburton, tu avais beaucoup de possessions offensives en 4 contre 3 pour les Pacers. Donc Tom, un petit peu ton avis sur cette, même si tu as vu le match en différé, mais sur cette news d'Hartenstein titulaire, est-ce que c'était un choix logique vu les performances assez peu satisfaisantes de Cason Wallace? Qu'est-ce que tu en as pensé sur les premières minutes? Sur la suite, on l'a beaucoup moins vu. J'étais surpris de voir la line-up à deux grands reconduite. Après, sur les 3 premiers matchs, on avait vu quand même que Cason Wallace dans le 5, même si l'idée semblait pas bête à la base, ça marche pas très bien. Et globalement, les finales de Cason Wallace sont pas bonnes. Donc
retenter la line-up à deux grands, pourquoi pas. Moi, j'avoue que je m'attendais plus s'il y avait un changement à bon bah tu mets Caruso, tu te prends pas la tête, tu continues parce que tu vois quand même que on en est parlé dans les matchs d'avant, mais Hartenstein est pertinent sur cette série, mais quand il était sur le terrain, il jouait souvent tout seul en pivot. Et des line-up à deux grands, on n'en a pas vu tant que ça non plus. Donc je m'attendais plus à bah tu mets Caruso, tu sais que c'est ton meilleur 5 quand tu as Caruso avec les 4 autres titulaires et bon bah voilà, et puis le banc on voit ce qui se passe quoi en gros. Mais ouais, donc j'étais assez surpris de voir cette line-up à deux grands. Ça pouvait se tenter, pourquoi pas, mais bon l'entame de match elle est catastrophique hein. Franchement de la part d'OKC défensivement, tu l'as dit, tu prends 24 points en même pas 6 minutes pour le coup. Dès qu'il y avait un drive, ça venait doubler. Ok, tu fermais l'accès au cercle, mais par contre, les kick-out dans les corners, bon bah ils se sont régalés hein, là-dessus, que ce soit le mec dans le corner qui shoot, ou que ce soit avec une extra passe après, un mec à 45 ou ce genre de choses. Indiana, ils mettent une sauce terrible à 3 points, et même pas qu'à 3 points. Quand les 3 points commencent à rentrer d'Indiana, parce que dès le début du match, ils plantent 2 ou 3 tirs à 3 points, OKC essaie de ressortir un peu plus quand il y a le premier décalage qui est créé. Mais du coup, tu as souvent un drive avec un mec qui reste tête de raquette, qui reçoit la balle, et tu as notamment Miles Turner, qui a pas mis beaucoup de tirs sur ce match, mais qui en a mis sur le début de match pour le coup, et Obi Toppin, qui se retrouvait en fait avec et Pascal Siakam aussi. Après Siakam, on est un peu plus habitué à le voir dans ce secteur-là, tu vois, il est capable même de se créer son tir mi-distance, là où Toppin et Turner sont dépendants de la création d'autres joueurs, dont Haliburton, Andrew Neymar, ce genre de gars. Et là, du coup, tu avais plusieurs séquences où, quand OKC essaie de compenser les décalages qui étaient créés à 3 points, le mec qui était tête de raquette, il recevait la balle et c'était panier automatique, quoi. Donc, tu as fait une entame de match. Cette line-up à deux grands, en tout cas, dès l'entame de match, on a vu que ça marchait pas, pour le coup. C'est pas sur ce match 4 qu'on va faire les éloges de la line-up Chet Hartenstein. Alors là, franchement, l'entame, elle était vraiment horrible. En fait, l'attaque d'Indiana a exécuté parfaitement et a puni le manque de pression extérieure que pouvait mettre la défense d'OKC avec cette line-up. Donc voilà. Et ton premier changement, alors c'est souvent le cas quand la line-up a deux grands, mais ton premier changement c'est que tu sors un intérieur. Alors, je crois que c'est Chet qui sort parce qu'il se tord la cheville en plus tôt dans le match, mais il sort Chet et met Caruso et là tu te retrouves avec une line-up avec un intérieur et c'est tout de suite un peu mieux. Mais ouais, cette line-up à deux grands en tout cas, elle a pas du tout marché défensivement pour le coup. Non, et puis c'est le point moi que je voulais aborder et pour le coup c'était moi qui étais au live tweet sur le compte We Are Thunder. D'ailleurs j'ai live tweet le match 4 face à Denver, j'ai live tweet le match 5 face à Denver, j'ai live tweet le match 7 face à Denver et j'ai live tweet le match 4 face aux Pacers 4-0 hein, dans des environnements qui sont tendus. Pour le coup, on peut compter sur moi. Donc peut-être que je resterai au frais en cas d'éventuel Game 7 hein, si jamais il y a un Game 7 des finales NBA, ce sera peut-être moi qui fera le LT. Mais non, mais blague à part, j'ai fait le LT donc du match pour le compte We Are Thunder et j'ai revu le match il y a de ça une heure. Et j'avais cette sensation en regardant le match en direct, que cette équipe d'Indiana te démontait la défense. En tout cas, j'ai jamais vu la défense du Thunder se faire autant démolir en manipulation de défense que ce premier quart-temps, en tout cas ces 6 premières minutes où Indiana, franchement, mais ils vont dans les spots où ils veulent, quoi. Ils trouvent les spots qu'ils veulent, et cette attaque du Thunder, elle est dans la capacité de faire des plays. Pourquoi ? Parce que du côté des Pacers, et encore une fois, crédit à leur attaque qui s'est délitée, notamment à partir du moment où ils passent à plus 10 dans le troisième quart-temps, aucun joueur touche la balle plus de 4 secondes, quoi. T'as Haliburton qui va faire un pick and roll avec Pascal Siakam, t'as Hartenstein et Lou Dort qui viennent trapper sur Haliburton, du coup ça ressort sur Siakam il s'avance, il se met en tête de raquette, si Chet ou Hartenstein drop un peu trop, il met un pull-up à mi-distance, si jamais ça sort fort sur lui, avec une aide notamment potentiellement de Shai Gilgeous-Alexander ou une aide de Jalen Williams, ça ressort dans un corner pour Aaron Nesmith ou pour Andrew Neymar. Donc je trouve que ouais, c'était une attaque des Pacers qui faisait ce qu'elle voulait de la défense du Thunder, et le Thunder avait un vrai manque de mobilité, je trouve, avait un pas de retard, avait toujours un pas de retard, un step, c'est plus joli de dire ça en anglais qu'en français, mais avait toujours un step de retard, était toujours un contre-temps dans les aides, dans la manière dont tu pouvais potentiellement close out. Donc ouais, c'est une attaque des Pacers qui m'a impressionné sur les 6 premières minutes et où tu te dis, waouh, ça va être, si ça va être comme ça tout le match, ça va être extrêmement difficile de contenir cette attaque des Pacers, d'autant plus qu'ils ont de l'adresse, hein, puisque on n'oublie pas que le seul 3 points qui a été rentré par Tyrese Haliburton, c'est un 3 points en tout début de match où il a le pied qui est sur le logo bleu des Pacers, où il est à 9 mètres, où ça fait que de la ficelle. À ce moment-là, tu te dis, oula, le match il débute mal, et tu sens que, en plus on était vendredi 13, donc il y avait toute la magie noire des Pacers qui était réunie. Il y avait Caitlin Clark qui était dans les tribunes, ils étaient invaincus quand elle est dans les tribunes, ils étaient en 8-0. Vendredi 13, tu sentais là, il y avait tout qui allait dans le sens de la magie noire des Pacers.
Ouais, ils avaient investi toutes les anciennes gloires des Pacers. Et tout. Ils sont tous passés à la caméra, quoi. C'était rigolo. Mais oui, sur ce début de match, ouais, en plus, le début de match, le mouvement offensif des Pacers qu'on connaît bien, hein, c'est ce qui fait que c'est une des meilleures attaques de la ligue. Hein, c'est que le ballon bouge super bien pour le coup. Ah, les 6 premières minutes de ce match 4, c'est peut-être les meilleures minutes de l'attaque d'Indiana sur ces finales, je trouve, en termes de qualité de jeu collectif proposé. Tu vois, il n'y a pas vraiment d'individualité qui est ressortie, mais par contre, il crée des décalages à toutes les possessions, quoi. C'était assez impressionnant. Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que on en parlera en fin de match, c'était peut-être les pires minutes de l'attaque d'Indiana sur ces finales aussi, pour le coup. Et le ballon bougeait un peu moins bien. Ouais, possiblement. Mais ouais, non, l'entame de match te met mal. Heureusement, tu tiens un peu grâce à ton attaque. Bon, il y a quand même 24-15 au bout de 6 minutes, donc moins 9 au bout de 6 minutes, c'est quand même pas très bon, mais ton attaque permet de tenir un peu, et puis tu arrives avec l'entrée de Caruso notamment, et en enlevant ta line-up à 2 grands, à recoller, à revenir dans le match, à pas prendre un éclat total où tu repars à moins 15 dans la suite du carton. Donc au final, le carton, tu le perds d'1 point, et en fait, tu gères surtout grâce à ton attaque. Et le fait de refaire entrer Caruso a fait que ça a mieux réorganisé ta défense, je trouve. T'étais mieux en place, en tout cas, avec Caruso sur le parquet. Oui, c'était mon point suivant, puisque je sais plus à quel match je l'ai dit. Je l'ai dit après le débrief du Game 7, je l'ai peut-être dit après le débrief du Game 4 face à Denver. Où serait le Thunder sans Alex Caruso une nouvelle fois? Et sur ce match-là, pour le coup, moi, la caméra est allumée. Si le Thunder est champion NBA, j'achète un maillot, c'est celui d'Alex Caruso, je le dis. Pourtant, putain, qu'est-ce qu'on a critiqué Caruso en saison régulière? A raison, hein, parce que c'était catastrophique. Mais là, Caruso, il fait des playoffs qui sont absolument monstrueux, et pour vous dire à quel point je suis là, vraiment, j'ai énormément de respect pour la campagne que fait Alex Caruso. Dernier maillot d'un joueur du Thunder, dernier maillot NBA que j'ai acheté, c'était Paul George. Pour vous dire à quel point je ne suis pas fan de maillot. Là, si le Thunder est champion, je suis obligé de prendre un maillot d'Alex Caruso, parce que tu vois, tu parlais du fait que OKC débutait très mal défensivement. Premier joueur qui rentre, effectivement, c'est Alex Caruso, il remplace Chet. Ah bah vas-y que je te mets un N1, ah bah vas-y que je fais une interception, bah vas-y que... En fait, Caruso a toujours mis des paniers importants. Je pense qu'on en reparlera quand on évoquera notamment le 3e quart-temps et surtout le 4e quart-temps. Bon, Alex Caruso, il termine en 20 points, 3 rebonds, 5 interceptions, 7 sur 9 au tir, mais les paniers d'Alex Caruso, c'est toujours à des moments importants. C'est pas juste les petits paniers quand t'es à plus 7, etc., etc. C'est des paniers dans des moments cruciaux, et je trouve que voilà, il a été exceptionnel, et que la défense du Thunder s'est réorganisée, comme tu l'as évoqué, à partir du moment où tu sors Chet, à partir du moment où tu passes à un seul intérieur. Tu as aussi eu un réaménagement des minutes avec Shai Gilgeous-Alexander qui sort alors qu'il reste 5 minutes dans le premier quart-temps. Je pense qu'il n'est jamais sorti aussitôt dans un premier quart-temps de l'intégralité de la saison. Je crois qu'ils ont dit pendant le match, les commentateurs, qu'il avait fait 9 matchs de suite où il avait joué toutes les minutes du premier quart-temps. C'est possible. Même là, en saison régulière, généralement, que sur les deuxièmes nuits de back-to-back, t'avais tendance à le voir sortir durant le premier quart-temps, mais c'est quand il restait genre 2-3 minutes. Franchement, il sort, il reste 5-40. J'ai pas le souvenir sur l'intégralité de la saison de l'avoir vu sortir aussitôt. Il y a eu un réaménagement des minutes du côté du Thunder, et tu parlais du fait que la défense des Pacers, ou en tout cas que l'attaque des Pacers avait été très bonne. L'attaque du Thunder a aussi été très bonne sur ce carton. C'est à peu près le seul carton où elle était plutôt très bonne, puisque effectivement tu marques 34 points, tu termines à 12 sur 22 au tir avec de l'agressivité, j'ai envie de dire, mais avec des spots trouvés, notamment avec un Jalen Williams qui a été absolument monstrueux sur ce match. On aura l'occasion d'en reparler, mais sur ce carton, il est déjà très important. Il trouve ses spots, il arrive à driver, il arrive à provoquer des fautes, et ça met un petit peu cette équipe du Thunder dans le rythme, et ça permet de ne pas couler complètement, alors que bah voilà, tu aurais très bien pu, avec une attaque un peu moins fonctionnelle, te retrouver mené beaucoup plus largement que le moins 9 dont tu reviens finalement relativement rapidement. Ouais, non, mais mettre l'accent sur le premier carton de J-Dub, je trouve que c'est important, parce qu'il met 12 points dans le premier carton. Il en met 27 au final, il fait un gros match, ok, mais le premier carton il est énorme, il provoque 6 lancers. C'est aussi un truc qu'on a vu dans la suite du match, c'est que J-Dub est globalement dans ses finales, il est ultra agressif au cercle, il provoque beaucoup de lancers. Et enfin justement, là, je sais plus à combien de lancers il est sur toutes les finales, mais il doit pas être loin, il doit être vers les 8 ou 9 lancers de moyenne par match, hein. Franchement, il en provoque beaucoup, hein. Il a 21 sur les 2 matchs à Indiana. Mais 35 lancés. 35 lancés en 4 matchs, ouais. Donc ça fait 7,5 à peu près. Non, 7 x 5, ouais. Non, 7,5. Hein. C'est 9 quasiment. Hein.
Ah oui, je suis con. 9 9 x 4, x 4, 36. Ouais, 8,75. Je sais pas faire des maths. Je sais pas faire des maths. 8,75. Bon, il provoque beaucoup de lancers. Mais oui. dis-toi, il en a seulement un de moins que chez Gideus Alexander, sachant que chez Gideus Alexander, sur les lancers, il y en a pas mal qui sont faits en fin de match juste pour qu'il ait de lancers, parce que Indiana fait faute volontaire dessus, quoi. Ouais, c'est clair. Mais du coup, voilà, ça montre bien toute l'importance de J-Dub sur cet entame de match où vraiment il est ultra agressif, il est adroit, il prend beaucoup de bonnes décisions balle en main. Enfin, pour le coup, on l'avait pas trop vu sur les 2 premiers matchs à OKC où offensivement, même en provoquant des fautes, il était un peu maladroit. On se dit, ah, c'est dommage, enfin, ce serait bien qu'il reste sur sa lancée de la série contre Minnesota. Voilà, sur les 2 matchs à Indiana, franchement, pas grand chose à dire sur ce que fait J-Dub offensivement. Et là, ouais, cette entame de match était très bonne dans une entame de match où Shai pour le coup était pas top. C'est peut-être pour ça qu'il est sorti tôt aussi, c'est que sur le début de match il est pas terrible. Il demande pas la balle. Voilà, il demande pas la balle, il est pas trop en vue et c'est assez étonnant, c'est que quand Shai sort, les 2 possessions qui suivent, alors tu te retrouves avec une line-up où tu as donc J-Dub, Chet qui sont sur le terrain, tu as Caruso qui rentre évidemment et tu as Kayson et Wiggins. Les 2 premières possessions, alors que Shai est sorti et qu'il n'avait pas eu trop d'impact sur l'attaque, c'est 2 pertes de balles de Casey. Tu vois que l'attaque est totalement désorganisée et tu dis, ah bah Shai est sorti, on le voit quand même malgré une mauvaise entame de match, c'est quand même surprenant. Et heureusement, et c'est là où on va appuyer aussi sur Caruso, heureusement qu'Alex Caruso est là parce que franchement, quand Shai sort, l'attaque d'OKC est vachement plus désorganisée, l'attention est beaucoup plus portée sur J-Dub qui après sa grosse entame de match reçoit plus enfin il subit plus de pression défensive parce que c'est lui le ball handler principal et Alex Caruso assure super bien le relais derrière, il met 7 points, il est très bon, il est capable de se créer ses accès tout seul pour aller au panier. Enfin, il met des side steps, des euro steps, des N1, des trucs que tu n'as jamais vu en saison régulière et pas beaucoup dans l'intégralité de la carrière d'Alex Caruso. Ouais, bah, c'est plus un mec qu'on voit off-ball. C'est ce qu'on a vu dans la suite du match d'ailleurs, plus de cut au panier, de ce genre de choses. Mais encore, mais par contre, début de 4e quart-temps, là, le premier panier du 4e quart-temps, il y a un fade away à mi-distance hyper contesté. C'est vrai. Non, il met 20 points. De toute façon, Alex Caruso, il fait un match de fou. Mais ouais, offensivement, au-delà même de son impact défensif, offensivement, Alex Caruso dans les minutes sans Shai du premier quart-temps, il est très important aussi. Et après, bon bah ton attaque déroule bien dans la fin de quart-temps parce que t'as Shai qui re-rentre. Avec t'as Joe, t'as Kayson qui reste sur le terrain et t'as Kenrich Hartenstein. Et on parlera un peu de Kenrich Williams aussi. Mais cette line-up là a plutôt bien déroulé offensivement et ouais, t'as notamment Hartenstein qui a apporté un petit peu de passing, t'avais Isaiah Joe qui a apporté un peu de spacing, t'avais Shai qui reprenait un peu plus la balle pour le coup et qui là a commencé à se montrer un peu. Et c'est comme ça que tu restes qu'à 1 point de retard dans ce premier quart-temps qui est pourtant cataclysmique défensivement. C'est quoi, offensivement, t'as réussi à trouver un bon équilibre et t'as des mecs qui sont sortis un peu du lot qui t'ont fait beaucoup de bien. Donc Jalen Williams et Alex Caruso en tête pour le coup. Ouais, et puis c'est là où j'ai envie de dire, tu parlais de l'impact de Kenrich Williams. Chez Gideus Alexander, il termine avec 0 passe décisive. Ouais. Mais il y a 3 de ses tirs manqués qui amènent directement à des paniers sur rebond offensif. Il y en a un pour Kenrich justement au buzzer du premier quart-temps et il y en a 2 pour Chet dans le 4e quart-temps. Ouais. Et il y en a même un pour Caruso aussi. Donc il termine, moi je compterais ça en 0,5 passes décisives, tu vois, il termine à 2. Mais ça c'est les Kobe assists. Hein. Ouais, c'est les il y a pas que Kobe. Il y a pas que Kobe. Il y a pas que Kobe. Mais non, je trouve que blague à part, c'est l'entrée de Kenrich, on peut en parler parce qu'on l'a pas trop vu sur le restant du match. Et aussi très rapidement pour parler sur le match 5, je pense que Mark Daigneault va encore tâter avec son starting 5. Franchement, je suis limite partisan de me dire bon bah écoute, puisque tu veux garder Alex Caruso en sortie de banc et que Hartenstein ça marche pas et que Kayson Wallace ça n'a pas d'impact, mais Kenrich titulaire, tu vois, le coup de poker ultime. Et puisque tu chamboules tout le temps ton starting 5, mais moi Kenrich titulaire parce que je trouve que Kenrich est quand même très intéressant, il amène quand même de très belles choses, il fait une passe décisive. T'as une action où c'est lui qui vient poser un écran pour Shai fait une passe, il y a une double team qui vient sur Shai qui fait la passe à Kenrich qui attaque plein cercle et sur short roll, il sert Caruso qui doit finir sur un lay-up dans le dunker spot. Voilà, je trouve que Kenrich est quand même assez intéressant, les minutes avec Chet fonctionnent plutôt pas mal lorsque les deux sont associés, donc voilà, je me demande si c'est pas potentiellement une source à explorer. Kenrich titulaire, même si on l'a quasiment pas vu de l'intégralité de la saison régulière, mais on n'avait pas trop vu non plus cet éloignement, ce renoncement à la double big line-up dans le starting five sur la saison régulière. Donc je sais pas, je pense pas que Mark Daigneault fera ça, mais toujours est-il que Kenrich mérite d'avoir peut-être un temps de jeu plus important que ce qu'il peut avoir sur ses finales, parce que on peut en parler vu qu'on est dans le deuxième quart-temps. C'est les minutes où t'as le banc qui essaye un petit peu de se mettre en route, et hormis Caruso et Kenrich,
les trois, Kayson Wallace, Isaiah Joe et Aaron Wiggins, sont quand même dans une misère noire sur l'intégralité du match. Tu sens que les deux matchs à Indiana, en tout cas le déplacement d'Oklahoma City à Indiana, leur a pas fait de bien. Et c'est un peu le point que je voulais aborder aussi, notamment sur cette différence de création offensive ou d'animation offensive dans le jeu d'Indiana et dans le jeu d'OKC. Que tu as, on l'a évoqué là tout à l'heure, tu as Indiana où tu as des joueurs, personne touche la balle pendant plus de 3 secondes. C'est comme si au foot on disait pas plus de 2 touches de balle ou pas plus d'une touche de balle pour organiser un petit peu ton attaque. Indiana jouait beaucoup comme ça, si bel et si bien qu'à un moment où je me suis dit, en fait tu joues les Spurs 2014 quoi, en termes de capacité à créer des spots, de capacité de shot making et de capacité à se partager la balle. Je me suis dit, c'est Spurs 2014, c'est cette équipe des Pacers. Quand de l'autre côté d'Indiana, c'est 15 minutes de possession où c'est Wiggins qui tente un fadeaway à mi-distance, il n'y a rien, il n'y a pas une pause d'écran, c'est lui qui se démerde tout seul. Tu fais, wow, la différence dans l'animation offensive entre les deux équipes est quand même assez monstrueuse. Et juste après ce tir manqué par Wiggins, tu dois avoir Chet qui tente un post-up en fadeaway sur Miles Turner, enfin un truc horrible, et tu te dis, bah ouais, tu m'étonnes que cette équipe du Thunder, elle n'arrive pas à marquer quand tu vois la pauvreté du jeu offensif d'OKC. Et voilà, sur le banc, Aaron Wiggins a fait le taf défensivement. J'ai envie de dire, face à TJ McConnell, il s'est un peu moins fait ouvrir que ce qu'il a pu se faire ouvrir sur le match 3. Par contre, Isaiah Joe, c'est extrêmement compliqué. C'est qu'en attaque, il sert pas à grand chose, puisque de toute façon, j'ai l'impression que cette équipe des Pacers ne calcule absolument pas le moindre shooter, et comme cette équipe d'OKC de toute façon ne semble pas très intéressée à l'idée de tenter des tirs à 3 points, puisque OKC a tenté 22 3 points sur le match 3, 16 sur le match 4, 38 3 points sur 2 matchs de finale. La dernière fois que c'était arrivé, la dernière fois que tu avais eu un échantillon aussi faible en termes de tentatives à 3 points, c'était les Spurs sur les finales 2013. Voilà, donc ça faisait 12 ans que tu avais une équipe qui avait tenté aussi peu de 3 points sur 2 matchs de finale NBA. Ça aussi, quand on me dit qu'en NBA tout le monde joue pareil, alors que dans la même campagne de post-season, tu as Boston qui a tenté 45 3 points et OKC qui gagne un match de finale en en mettant que 3, j'ai envie de dire que, une nouvelle fois, cet argument du tout le monde joue pareil est complètement erroné et est assez fallacieux. Mais ouais, sur le banc, je trouve que Kenrich a montré de belles choses, là où Joe, Wiggins et Kayson sont quand même dans une galère assez sévère, et j'ai envie de dire pour des raisons différentes. C'est plus la défense du côté de Joe, et c'est plus l'attaque du côté de Kayson, où il y a un moment, justement, dans ce deuxième quart-temps, où il tente un petit peu de se mettre en rythme. Il tente un 3 points, il y a rebond offensif du Thunder, il retente le 3 points, et puis dans le quatrième quart-temps, on arrive à cette action où il a plus ou moins la possibilité de rentrer un flotteur. Il fait une passe pour Hartenstein qui est intercepté par Nembhard, donc il y a cette espèce de perte de confiance de Kayson Wallace au fur et à mesure que le match progresse. Ouais, et Kayson Wallace, ça va pas du tout, c'est final NBA pour le coup. Pourtant, je l'adore. Kayson Wallace, s'il y a bien quelqu'un qui le défend ici, c'est moi. Ouais, c'est toi, ouais, c'est sûr. Mais là, pour le coup, là, il est rétrogradé sur le banc et ça n'a pas été mieux aujourd'hui. Ouais, donc, pour ce qui est. Alors, je voulais juste sortir une stat rigolote sur ce que tu as dit. Il y a 38 3 points tentés par OKC sur les 2 matchs à Indiana. Indiana en a tenté 36 sur ce match. Pour la comparaison, il y a une équipe qui tente un petit peu plus de 3 points que l'autre. Encore 36 dans la NBA actuelle, c'est average, quoi. C'est pas énorme, les 60 de Boston, quoi. Je sais plus combien ils ont tenté au Game 1 Indiana, parce que je sais plus combien c'était. Ouais, je crois qu'il n'y a aucune équipe qui tape la quarantaine en termes de 3 points tentés sur un match. Après, c'est Minnesota, voilà. Minnesota qui avait tenté, je sais plus quel match qu'on avait tenté 50. Ils sont à 18 sur 39 les Pacers au Game 1 à 3 points. Ouais, donc non, ils n'ont pas tenté beaucoup plus. C'est qu'ils en ont mis. C'est surtout ça. C'est pour ça le ressenti. Mais ouais. Enfin, bon, Minnesota, on avait tenté 50 sur un match. Bon, voilà, ça montre bien le décalage. Je peux démarrer ce genre de stats. Mais pour en revenir au banc, effectivement. Alors, c'est rigolo sur Kenrich parce que je me faisais aussi la même réflexion en me disant, ouais, tu sais, Kenrich, starter, là, pourquoi pas au poste 4, ça pourrait être rigolo et tout. En vrai. Mais c'est vrai que le souci, c'est que Kenrich, en fait, il a eu tellement peu de temps de jeu. Là, tu vois, il joue 11 minutes et c'est peut-être un des matchs où il joue le plus des playoffs. C'est compliqué de le mettre starter quand même. Tu vois, il a pas starté toute l'année quasiment, c'est pas facile. Mais dans l'idée, les 5 à chaque fois qu'il y a Kenrich dans ces finales, ça marche bien. Hein. Donc on l'a vu au match 2, on l'a vu là au match 4. Ouais. Là, match 4 en plus première mi-temps et deuxième mi-temps, parce que le début de quatrième quart-temps d'OKC avec Kenrich sur le terrain, il y a un petit run pour recoller. Hein, et Kenrich, il est pertinent aussi. Après, il sert pas à grand chose sur ce run, on va pas se mentir. Au moins, il est là il défend physique, il est un peu plus grand que les autres. Offensivement, il t'apporte du liant un peu dans ton jeu offensif, dont tu as cruellement besoin, parce que tu parlais aussi du manque de mouvement de balle d'OKC. Pour comparer,
Indiana, sur leurs 34 paniers marqués, il y a 21 passes D. OKC, sur leurs 37 paniers marqués, il y en a 11 des passes Oui, D. et puis 11 passes D, dont 0 pour Shake Juice Alexander, qui est le gars qui a le plus la balle. Donc Ouais, pas même, sur ce match. Pas sur ce match. C'est peut-être J-Dub sur ce match. C'est mais, J-Dub. De toute façon, la stat a été postée. Il a remonté la balle 25 fois de J-Dub sur ce match. C'est le plus haut total sur un match pour les deux équipes en cumulé depuis le début des finales. Donc J-Dub a beaucoup remonté la balle. Et puis au niveau, je crois que la stat à la mi-temps, Indiana doit marquer 21 paniers, ils ont 15 passes décisives, et OKC doit marquer 20 paniers, ils ont 6 passes décisives. C'était un truc horrible, vraiment, c'était affreux, hein, c'était vraiment, horrible, absolument horrible. Les possessions offensives, et puis après Shea, il remontait peu la balle, mais souvent il la recevait après remontée de balle. T'avais même des fois Dort qui remontait la balle. Ouais, les fois où il est demandé. Ouais, mais disons que voilà, c'était pas l'éclat niveau mouvement de balle, et t'en as parlé d'Aaron Wiggins, je me rappelle qu'au Game 1, j'avais dit Aaron Wiggins, ça serait bien qu'il ait un peu plus la balle en main quand il rentre, parce que je vois pas trop l'intérêt de le mettre, sinon c'est bien qu'il ait la balle en main, mais faut peut-être l'aider, quoi. Faut qu'il ait la balle en main, mais à l'extérieur, quoi, pas à voilà, domicile. À l'extérieur, ouais, ou qu'il ait la balle en main et qu'on lui pose un écran aussi, parce que franchement, quand il a la balle en main, qu'il doit jouer une ISO et aller s'empaler sur la raquette adverse, c'est pas facile, quoi. Donc je désespère pas pour Aaron Wiggins, parce qu'il nous a montré au match 2 qu'il était capable d'être pertinent, mais il va falloir un peu mieux l'utiliser et un peu plus l'aider pour le coup, pour que ce soit bon offensivement. Parce qu'en plus, tu l'as dit, défensivement, il a fait un peu plus de bien. Parce que c'est vrai que le TJ McConnell, quand il est rentré, les 2 premières possessions, il a vu Isaiah Joe, il a fait toi, je vais t'enfoncer, et il a mis 2 paniers. Donc ça a mené à 2 paniers. Je sais plus si c'est lui qui met les 2, mais pour le coup, ouais, le banc a été hors Caruso et Kenrich qui ont été très bons. C'était assez famélique. Pour en revenir aussi à Isaiah Joe, il y a quand même un truc que j'ai trouvé intéressant défensivement pour Isaiah Joe, c'est que dans le deuxième quart-temps, début de deuxième quart, il a arrêté d'être sur McConnell défensivement parce que c'était un massacre, et il défendait plus sur Ben Shepherd. Et en fait, vu que Ben Shepherd a peu la balle en main, Isaiah Joe, tu le vois un peu plus off-ball. Il est beaucoup moins ciblé par la défense d'Indiana, et c'est le seul moment peut-être des finales NBA où j'ai vu Isaiah Joe correct défensivement. Ça reste quand même insuffisant. Sauf que quand t'as l'action des Pacers, là aussi tu te dis tout va vers eux. T'as McConnell qui loupe un tir à 2 points, rebond offensif, 3 points de Ben Shepherd, mais je suis pas sûr que ce soit Isaiah Joe qui le défende. Ouais, je sais plus, mais c'était un peu mieux disons sur Ben Shepherd, mais même en étant mieux sur Ben Shepherd, le souci c'est qu'Isaiah Joe, il te sert pas trop, même en attaque, quoi. Il t'apporte un peu de spacing, mais vite fait, quoi. Là il a tenté 1-3 points, autant au match 3 il a mis des tirs, tu vois. Mais là ouais, c'est compliqué à Isaiah Joe, tu vois, je sais pas trop si ça vaut le coup de le laisser dans la rotation, hein, parce que franchement on espérait que dans cette série contre Indiana ce soit mieux contre Minnesota, parce que potentiellement il peut défendre sur un peu plus de joueurs. En fait c'est pas si vrai que ça, donc ouais, non, c'était compliqué la sortie de banc. Heureusement qu'il y a un mec chauve qui fait les playoffs de sa vie, parce que sinon c'était assez pauvre. Et oui, pour finir sur Cason Wallace, c'est pas ses finales, quoi. Là il a joué que 18 minutes, et c'est logique, hein, parce que là où contre Denver on avait vu que c'était de mieux en mieux au fur et à mesure de la série, contre Minnesota c'était bien, c'était vraiment intéressant. Là tu vois que Cason Wallace il avait pris du poids dans cette équipe, qu'il avait pris de l'expérience dans ses playoffs, qu'il avait réussi à trouver de plus en plus sa place. Voilà, les finales NBA contre Indiana, c'est pas bon, parce que il a pas vraiment de joueurs sur qui défendre sur le point of attack, parce que c'est pas lui qui est préposé pour défendre à Liberton. Et même quand tu défends à Liberton, c'est pas facile, hein. Il est dynamique, il est rapide. Voilà, il se déplace beaucoup off-ball. Enfin, quand tu vois Dort qui est sur Liberton, il fait quand même un sacré boulot, hein, Dort sur Liberton. On en parle très peu, mais dès que Dort. T'en as moins, parce que tu as beaucoup de switch aussi sur la défense de Casey. OKC a beaucoup plus switché sur les matchs à Indiana que sur les matchs joués à Oklahoma City. Donc tu le vois moins. C'est le souci justement, c'est que les matchs à Indiana, Liberton est un peu meilleur. Bon, sur ce match-là, il est bon sur la fin de match. C'est pas un grand match à Liberton non plus. Mais il met des finitions, certes. Il est pas bon dans les 3 dernières minutes 20. Mais à l'image un petit peu du collectif d'Indiana, parce qu'avant je trouve son match est très solide, et pour le coup, il est correct, quoi. Mais il est pas comme au match 3 où vraiment il était très bon, et où il finit en quasi 22-11, je crois, avec des rebonds en plus. Et pour le coup, même défensivement, il n'était pas si mauvais que ça. C'est là la différence potentiellement entre les 2 matchs à Oklahoma City et les 2 matchs à Indiana. C'est que sur les 2 matchs à Oklahoma City, autant je trouve à Liberton catastrophique, même s'il met pas catastrophique, mais vraiment absent, contrairement, même s'il met le game 1 le game winner au game 1, contrairement aux 2 matchs à Indiana, où je trouve que là, pour le coup, même si en termes de scoring, tu vois, il score pas beaucoup plus finalement que sur le Game 1 ou sur le Game 2 à Oklahoma City. Par contre, je le vois beaucoup plus impliqué dans le jeu offensif, et je le trouve bien meilleur. Ouais. Et puis là, même avant le Money Time qui est un peu foiré, les points d'Haliburton sont souvent des points importants. Tu vois, les finitions à la Kyrie Irving là aussi.
Oh, c'était quelque chose, ouais, c'est un genre de reverse qui met là, tu fais oula. Ouais, et Qu'est-ce que c'est d'ailleurs, que ça? sur le reverse dans le deuxième carton, qui se fait blow-by en défendant au large? Isaiah Hartenstein, là pour le coup a Justement. fait acte de présence défensivement. Et puis ouais, je trouve que c'est globalement au niveau des remplaçants, c'était très compliqué. Quand bien même, c'est sur le deuxième carton, OKC va prendre sa plus grosse avance du match avant le quatrième carton, avant les toutes dernières secondes du match, puisque tu as un moment où tu te retrouves à plus 5 et tu commets la même erreur, j'ai envie de dire, que les erreurs commises à la durant le game 3, c'est que tu termines très mal la mi-temps. Il y a 53-48 OKC à un moment, et puis à la mi-temps, tu es à combien? 60-57 Indiana, avec un 3 points de Nembhard manqué, plus un rebond off d'Aaron Nesmith manqué. Alors, je trouve que c'est aussi le moment où l'attaque du Thunder, en tout cas la défense du Thunder pour le coup, a été plutôt bonne sur ce deuxième quart-temps, en provoquant aussi beaucoup de turnovers, hein, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tu as une séquence où OKC, dans le deuxième quart-temps, où les Pacers ont perdu déjà 4 ballons, alors qu'OKC est à 0 ballon perdu. Cette tendance s'inverse à la fin du quart-temps, où tu retrouves un petit peu des situations ubuesques, j'ai envie de dire, notamment... c'est là où tu pouvais aussi avoir de la frustration, c'est que c'était dans la lignée du match 3, où tu avais J-Dub qui perdait la balle parce qu'il faisait un behind the back et qui avait dans son dos, il y avait TJ McConnell, où tu as Lou Dort qui perd la balle tout seul en remontant la balle. Enfin, je trouvais que c'était des erreurs qui étaient un petit peu évitables, et même du côté de chez Gilgeous-Alexander, sur ce deuxième quart-temps, je l'ai trouvé ok sur le début, et sur la fin, je trouve qu'il force ses tirs. Et j'ai l'impression de revoir des plays du match 3 où il fait une tentative de post-up dans la sideline. C'est vraiment le post-up, les zones de post-up de chez Gilgeous-Alexander. Il y a une double team et il envoie une passe qui est assez molle, on va pas se mentir, et qui finit dans les mains de Tyrese Haliburton. Et là, je me dis à ce moment-là, ça y est, quoi. OKC a pas du tout retenu les leçons de ses erreurs du match 3. Et si tu ajoutes les turnovers au fait que il n'y a pas de box art et que Obi Toppin il fait plus ou moins le même putback au rebond offensif dans le deuxième quart-temps que celui effectué à la fin du match 3, tu te dis ouais ok, c'est une équipe qui a rien compris en fait de ce qui avait pêché à la fin du match 3. Ouais. Ouais, non, il y a des erreurs évitables. Il y a quelque chose quand même avec les presses tout-terrain d'Indiana, quand Ils sont Indiana met chiants, une hein. pression défensive. Ah, ok, si, il y a beaucoup de mal quand même, même sur les remises en jeu, ce genre de choses. C'était un poil moins flagrant sur ce match que sur le match 3, mais quand même. Ouais, parce qu'il n'y a pas McConnell qui la pique 3 fois, quoi. Ouais, voilà. Mais franchement, ouais, ok, si, a beaucoup de mal à contrecarrer la pression que met Indiana, et c'est pour ça que ça ferait pas de mal d'avoir un peu plus de mouvement de balle dans cette attaque de Casey et moins d'isolation. Et c'est là où Hartenstein pourrait te servir, c'est pour essayer de poser un écran, essayer de faire un end-off, ce genre de choses, mais on le voit pas tant que ça. Donc ouais, En fait, étonnamment, c'est la défense d'Indiana quand le momentum commence à s'inverser, qu'OKC prend une petite avance, etc. Étonnamment, c'est la défense d'Indiana, je trouve qu'il les remet un peu dans le match avec quelques interceptions, tu l'as dit, avec de la pression sur l'attaque d'OKC qui arrive plus à exécuter. Enfin ouais, c'est dommage parce que oui, tu perds 2-3 à la mi-temps. Alors sur le ressenti de la mi-temps, moi je t'avoue, quand je vois qu'on perd 2-3, ouais, je me plus dis, 10, hein. en fait finalement c'est pas si mal. Oui. Mais en même temps, t'as un peu gâché la petite avance que t'avais réussi à prendre de manière un peu miraculeuse. Donc ouais, c'était globalement pas une très bonne mi-temps de la part du Thunder, hein, de toute façon. Alors en fait, sur la défense d'Indiana, on en avait parlé sur le match 3 avec Pierre, crédit à la défense des Pacers, crédit à Nembhard qui fait... sur les deux matchs à Indiana, sur les deux matchs à Oklahoma City, c'est quand même pas la même, mais crédit à Nembhard qui fait deux matchs à Indiana sur Shea qui sont fous défensivement. Et tu vois, tu parlais du fait qu'on voyait pas trop de hand-off avec Hartenstein, etc., parce que les Pacers, crédit une nouvelle fois à leur défense, sont exceptionnels pour deny la balle, quoi. T'as peu d'actions où cette équipe des Pacers, elle est vraiment, elle laisse en tout cas les joueurs aller tout simplement récupérer un hand-off de la part d'Hartenstein, quoi. Nembhard est très bon pour ça, Nesmith est très bon pour faire ça sur Jalen Williams. C'est comme derrière, il se passe rien en attaque, hein, on va pas se mentir. Cette attaque du Thunder, c'est chez Gilgeous-Alexander, c'est Jalen Williams, c'est un peu de Seattle Graham, et le reste, se débrouillez-vous, quoi. Moi j'en parlais avec certains fans d'OKC, mais tu peux pas cut de toute façon, tu peux pas avoir de cut sur cette équipe parce que t'as pas de spacing, donc quand la raquette est bouchée, tu peux toujours essayer de cut, mais ça marche pas. Et cette perte de volume à 3 points, elle est entraînée parce que t'as plus Joe. Chez tente plus de step back à 3 points, en tout cas très peu sur ce match-là. Jalen Williams, il tente plus de tir à 3 points non plus, c'est que full focus mi-distance. Chet n'est pas une option en spacing et quand il tente des tirs, il les met pas dedans. Lou Dort est plus beaucoup utilisé.
Isaiah Joe, qui était ton shooter principal en termes de volume à un temps de jeu très réduit, finalement, quand vous regardez le roster du Thunder, quand vous regardez le personnel du roster qui joue beaucoup sur cette série, t'en as aucun qui sont des shooters de volume, quoi. Le seul qui est un gros shooter de volume, c'est Lou Dort, et Lou Dort, il tente deux tirs sur le match. Tu sais que Lou Dort tente les 2 tirs dans le premier quart. Hein. Il tente plus un tir le après. Le tout premier sur qui est un drive sur Haliburton et le 3 points pour repasser à 24 partout. Voilà, et puis après on le revoit plus. Envoyé qui fait ficelle, c'est beau. C'est toujours impressionnant les tirs de Lou Dort. Hein. Mais ouais, non. Par bien comment mal. Ouais. Là, bon, bah il a 100% à 3 points. Bon, il a tenté qu'un, mais moi il est rentré. Mais non, ouais, c'est vrai que Lou Dort n'a pas du tout été utilisé offensivement. C'est quand même assez. C'est quand même pas très rassurant, quoi. C'est peut-être pour ça que le ballon a pas très bien bougé. Ça aurait été bien d'essayer de faire un peu plus confiance à Lugensdorf à 3 points. Tant pis s'il les rate, mais au moins d'apporter un peu plus de variété en attaque que c'est moi qui prends la balle et hop, isolation et voilà, il se passe que ça, quoi. Parce que même Chet Holmgren, c'est en tout cas sur la première mi-temps, les tirs qu'il a, c'est de l'isolation. Hein. C'est pas franchement un pick and roll ou ce genre de truc, quoi. Donc il souffle le chaud et le froid, Chet, en première mi-temps. Il y a quelques finitions qui sont très bonnes sur Miles Turner. Tu commences à peut-être, ça ce sera pour la saison prochaine, mais tu commences à voir poindre quelques séquences d'autocréation et de drive de la part de Chet qui sont pas inintéressantes, mais c'est encore très brut, quoi. C'est encore extrêmement brut. Tu parlais de son fade away qu'il avait tenté dans le second quart, qui est dégueulasse. Mais quand il pose un dribble maintenant, quand il commence à poser un dribble et qu'il drive, tu commences à voir 2-3 petits trucs que tu voyais en début de saison et que tu revoyais pas trop depuis son retour de blessure. Donc on est vraiment à l'état embryonnaire, mais tu commences à en voir un petit peu avec un niveau de répétition vis-à-vis des matchs qui commence à te faire dire tiens, peut-être que c'est un move qui peut explorer. Mais bon, moi je serais plutôt partisan qu'il rentre ses 3 points, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc, mais voilà, Chet qui a fait un très grand match sur une cheville, puis après qui a repris un coup sur la même cheville. Enfin voilà, on verra l'état de santé de Chet au match 5, mais je pense qu'effectivement la cheville elle doit bien gonfler, elle doit bien piquer là ce matin pour Chet. Mais OKC globalement, comme tu l'as évoqué Tom sur cette première mi-temps, s'en sort plutôt bien en étant mené que de 3 points. Et puis on arrive sur ce troisième quart-temps où alors là c'est le quart-temps où tout, alors on a vu la fin. Là. Tout aurait pu basculer. Oui. On a vu OKC. On a vu la lumière au bout du tunnel. Alors, non, du coup, non. Elle était pas très brillante la lumière. Hein. Franchement. Non, c'est plus Indiana qui voyait la lumière au bout du tunnel que le Thunder. C'est le Thunder a regardé, s'est retrouvé face au Grand Canyon avec vraiment la moitié du pied qui était dans le vide, quoi. C'était. Nous le tunnel, la lumière qu'on voyait, c'était l'issue de secours, quoi. C'était vraiment, c'était pas facile. Ou alors le tunnel, il faisait 15 km et t'en voyais pas le bout parce que. Il y a cette séquence où tu sens que je sais pas, et encore une fois crédit à cette défense des Pacers qui a été absolument extraordinaire une nouvelle fois. Moi j'ai plus envie de souligner la très bonne défense des Pacers que leur attaque sur cette deuxième mi-temps, même dans le troisième quart-temps quand ils font un run. Bon alors c'est chiant parce que c'est toujours le même profil, mais OKC se fait encore démolir par un poste 4 un peu athlétique, puisque après s'être fait démolir par PJ Washington l'an dernier, après s'être fait démolir par Aaron Gordon sur la série face à Denver, OKC se fait démolir par Obi Toppin, voilà, of all people. C'est pas le poste 4 qu'on attendait, tu vois. On attendait Siakam, c'est Obi Toppin. Siakam est bon. Hein. Siakam il fait une première mi-temps. Ouais, il est très bon première mi-temps, franchement, Siakam. Mais tu vois, Siakam, globalement, il est dans ses standards des playoffs, tu vois. Il est pas en sur-régime face à OKC, je trouve. Là où Obi Toppin, c'est quelqu'un. Et s'ils avaient Jarras Walker, alors ça en ferait un autre, quoi. Franchement. Je sais pas s'ils iraient jusque-là en termes de profondeur de rotation, mais Obi Toppin, c'est. Moi, la stat, et c'est là où. Franchement, on peut rationaliser le basket. On peut dire, comme dit Caitlin Cooper, que shot-making is unlock. Obi Toppin, avant le match 6 face à Indiana, il est à 10 sur 38 à 3 points. Obi Toppin, depuis face à New York, le match 6 face à New York, Obi Toppin, depuis le match 6 face aux Knicks, il tourne à 40% à 3 points. Donc il y a un moment, on peut rationaliser. Il y a des mauvais shooters pendant 3 semaines qui d'un coup se transforment en très bons shooters, comme du côté de Miles Turner. Alors je touche du bois parce que j'espère que ça n'arrivera pas sur le match 5 et sur le match 6. Mais Miles Turner qui est petit à petit en train de perdre son adresse à 3 points. On va pas s'en plaindre et en tant que fan d'OKC, je souhaite pas qu'il la retrouve. Mais franchement, Toppin, il met 2-3 points de suite là à un moment. Il y en a un dans un corner
réception, il y a un close-out un peu fort d'OKC. Pour le coup, le corner est pas complètement ouvert. Il te plante le 3 points. T'es en mode, vas-y, qu'est-ce que tu peux faire là? Là, pour le coup, tu peux pas faire grand-chose. Donc, ouais, c'est le moment où les Pacers mettent dedans. D'ailleurs, OKC, première possession de la deuxième mi-temps, OKC défend en zone. Ça donne un 3 points wide open, je crois, d'Aaron Smith. Je me dis, une équipe avec une telle qualité de passe, c'est peut-être pas la meilleure solution de tenter de jouer une zone face à eux. On va pas se mentir. C'est que t'es reparti et que t'as la line-up à 2 grands. Mais oui, dès la première possession, c'est exactement le copier-coller, le mouvement de balle d'Indiana, le copier-coller du premier quart-temps. C'est passe dans le corner droit avec une extra passe à 45 à droite et le tir est raté pour le coup. Mais tu fais c'était un beau tir ouvert. Vite falloir sortir Hartenstein ou Chet là parce que ça va mal se passer. Pourquoi? Ouais. Mais tu vois, donc il y a ce moment où OKC se retrouve mené de plus 8, je crois. Ouais, plus 8. Il y a déjà un plus 8. T'as un moment où Indiana, il rentre tout à 3 points. T'as un 3 points de Siakam, t'as un 3 points de Nembhard, puis après t'as les 3 points de Toppin. Il y a un moment où, en termes d'efficacité, ils arrivent à plus de 40% à 3 points sur ce troisième quart-temps. Et t'as l'impression, là pour le coup, c'est le troisième quart-temps du match 4 face à Denver, quoi. C'est le moment où tous les role-players rentrent leurs 3 points, où tu dis, oh là, attention, t'es potentiellement dos au mur, et l'adresse des Pacers, fort heureusement pour le Thunder, c'est nettement dégradé sur le restant du match. Mais voilà, c'est ce moment-là où KC se retrouve très difficilement dans une très mauvaise posture plutôt sur ce match, avec une attaque qui là pour le coup devient immonde. Elle est encore plus immonde qu'en première mi-temps. Je crois que chez Gilgeous-Alexander doit pas toucher un ballon durant les deux premières minutes 30 du quart-temps. Il touche absolument pas un ballon. Et là, parce que les premières possessions que tu fais, c'est Jalen Williams et Chet qui adressent le cercle, quoi. C'est les seules solutions que tu as trouvées, et ils ont été plutôt pas mal d'ailleurs là-dedans, mais c'est les seules choses qui se passaient offensivement. Ouais, Shea, il touchait rien. il avait pas la balle, c'était horrible. Et justement, oui, c'est à ce moment-là qu'Indiana commence à avoir un petit momentum et prend 8 points d'avance, comme tu l'as dit, sur un corner à 3 points de Nembhard qui prennent leurs 8 points d'avance. Et c'est à ce moment-là que Shea se réveille un peu, il met 6 points de suite. Ça fait du bien quand même. Là, c'était encore de l'ISO. Hein. De toute façon, faut pas s'attendre à des passes décisives sur ce match. Hein. C'est de l'isolation s'il y a du scoring, ou alors des putbacks. Mais il y a un petit tap-in de Caruso d'ailleurs sur un tir raté, je crois, à ce moment-là aussi pour revenir à 2 points. C'est après. Mais ouais, c'est le moins 8 là avec le corner à 3 de Nembhard, c'est le premier moment où tu dis oula. Surtout que c'est un moment où KC sort, t'as Haliburton qui drive sur sa main droite sur Chet qui est le principal défenseur sur Haliburton. T'as Caruso qui vient en aide. Haliburton il fait une feinte qui justement met un petit peu dans le vent Caruso pour ressortir sur Nembhard qui est wide open. Mais à ce moment-là, ouais, tu commences à être pas bien. Et après, d'ailleurs, c'est à ce moment-là, alors tu as les 2-3 points de suite d'Obi Toppin. Tu repasses à -8 à ce moment-là. Et d'ailleurs, après, il y a Caruso qui résiste, mais Toppin remet un panier, tu repasses à -10. Enfin, c'est la catastrophe. Et en fait, à ce moment-là, OKC a 1 sur 12 à 3 points. Voilà, donc le meilleur RP brick, meilleur hommage au BTP. Franchement, c'est magnifique. Sachant qu'après ce 1 sur 12 à 3 points, du coup, OKC est à 2 sur 4 à 3 points sur le reste du match. Bravo. Incroyable. Mais pourquoi OKC est à 2 sur 4 à 3 points aussi? Parce que tu parlais du fait que tu as 4 points de Caruso. Justement, ils arrivent avant le 10-0. Mais quand OKC est mené de 8 avec les 2-3 points de Toppin, qui c'est qui met 4 points de suite? C'est Caruso. C'est Caruso. Il va chercher de lancer, il met un énorme 3 points pour revenir à -6. Bon, après, tu recoules, et là, pour le coup, franchement, je crois que j'ai déjà dit dans ces débriefs, mais je pense que c'est le pire stretch de basket du Thunder qu'on ait vu de l'histoire du Thunder. C'est pire que le -73. Non, mais j'exagère à peine. T'as quand même un moment où cette attaque, elle fait plus rien. Elle fait plus rien et tu sens que les gars sont paumés. Tu sens que Mark Daigneault, il trouve aucune solution. Tu sens que les joueurs trouvent aucune solution parce que je crois que c'est la même possession. Enfin, les possessions s'enchaînent sans discontinuité, sans rupture. T'as les 24 secondes. T'as déjà des 24 secondes qui sont sifflées où t'as Caruso qui arrive même pas à prendre un tir et avant t'as une remise en jeu où il reste 1,6 secondes sur le rush des 24. Donc t'as un premier 24 secondes qui est sifflé. Tu dois avoir un panier d'un joueur des Pacers. T'as un autre 24 secondes qui est sifflé où c'est J-Dub qui se fait contrer par Toppin. T'as un panier de Toppin qui est son dunk où du coup OKC se retrouve mené de 10 et juste l'action d'après 8 secondes. Et là ils sont morts. Je crois pas que c'est un 8 secondes, je crois que c'est que J-Dub il passe la ligne médiane. Mais je crois qu'il passe la ligne médiane et il fait un retour en zone.
Non, c'est 8 secondes. Mais en gros, bon, après on parle de la même action, c'est qu'il y a deux joueurs d'OKC, dont J-Dub, et t'as Mathurin et un autre joueur d'Indiana qui mettent une presse mi-terrain comme ça. Et Chet, il fait un écran un peu n'importe comment. Ouais, et où bah, tu perds la balle là-dessus. C'était une catastrophe. Non, c'est 8 secondes parce que sur Basketball Référence, c'est référencé comme 8 secondes. Okay. Ouais. Donc, mais et là, à ce moment-là, tu te dis, mais les mecs sont morts en fait. Ah bah oui, à ce moment-là, c'est fini. Bah, la stat que je disais, c'était 1 sur 12 à 3 points d'OKC. À ce moment-là, il y a 11 sur 27 pour Indiana à 3 points. Déjà, tu regardes le différentiel à 3 points et en plus, tu vois la taille. Il y a 2 sur 14 qu'il y a le 3 points de Caruso. Au moment où tu es mené de moins 10. Au moment où tu es mené, il y a le 3 points de Caruso. Ouais, c'est au moment du 1 sur 12 OKC. Tu avais 11 sur 27 d'Indiana, tu avais 2-3 points de Topin. Et tu commences à voir ça. Et après, tu vois les possessions offensives d'OKC cataclysmiques. Et tu fais. Il n'y a plus rien. À ce moment-là, honnêtement, alors heureusement que j'ai vu en différé, du coup, donc je savais qu'on avait gagné. Mais à ce moment-là, je l'aurais vu en direct. Je pense que c'était fini. J'aurais regardé le 4e quart-temps de loin. Avec l'alarme. Mais moi, je trouve que c'est le moment où j'ai envoyé c'est l'image de Skinner dans les Simpsons qui fait pathetic. Ouais, vraiment. Non, et là c'est le moment où j'ai dû tweeter une fois dans le 4e quart-temps en disant tout le monde joue comme des poulets sans tête. Et puis le seul moment où j'ai retweeté après, c'est quand OKC s'est retrouvé à plus 4, tellement j'y croyais plus du tout, quoi. Et je voulais pas. J'en ai parlé sur le match 3 en disant que je relativisais beaucoup plus les matchs. Là, j'étais pas énervé, juste je me disais, mais c'est mérité en fait pour ces Pacers. Les Pacers, et même sur tu te dis, si OKC avait perdu ce match, sur les 2 matchs à Indiana est la meilleure équipe, je me serais dit, ouais, c'est logique, quoi. Il n'y avait même pas de frustration, c'est juste que, enfin, il n'y avait même pas d'énervement, c'est plus un parent déçu, tu vois, de son enfant, plutôt qu'un parent énervé. Je me disais, bon, bah là, pour le coup, c'est une équipe qui est pas du tout mature, et finalement, t'as ce run. Et je trouve que, pour revenir sur cette notion de joueurs qui jouent comme des poulets sans tête, t'as chez Gilgeous-Alexander, il fait un bon début de 3e quart-temps, où il met un petit peu des paniers, à un moment il arrive à 20 points à 9 sur 15. Ouais, 20 points à 9 sur 15 au tir. Il reste 5 minutes dans le quart-temps. Il sort, il reste 45 secondes dans le quart-temps. Il met pas un point de plus. Il ne met pas un point de plus. Et pour le coup, c'était full tunnel vision. T'as un moment, je sais plus si c'est dans ce carton-là, je crois que c'est dans ce carton-là, où t'as Chet qui tente de faire à moitié une passe de alley-oop main gauche pour J-Dub qui est perdu, alors que t'as Dort qui est ouvert à 45 degrés. Enfin, je trouve que le nombre de fois où cette attaque du Thunder, ou surtout que ce soit Shea, que ce soit J-Dub, que ce soit Chet, parce que c'était quasiment les 3 seuls qui portaient la balle, n'a pas levé la tête, alors que t'avais un shooter qui était ouvert. Pour moi, ça n'a jamais été aussi flagrant que dans ce 3e quart-temps. Et le 3e quart-temps, honnêtement, cette attaque d'OKC, elle est immonde, absolument immonde. Et à partir du moment où tu te retrouves mené de 10, tu te dis, bon, bah, potentiellement finito. Et tu t'en remets, on va dire. Alors, déjà, il y a Topin qui loupe des paniers. Enfin, qui loupe des lancers francs, parce qu'il y a faute sur rebond offensif. Topin a 2 lancers. Il loupe ça. Et je trouve qu'à ce moment-là, Indiana s'arrête un petit peu de jouer. En tout cas, il y a un stretch sur les 2 dernières minutes. Il y a un moment où Indiana s'arrête un peu de jouer son jeu, où tu as des isolations pour Siakam, où tu as TJ McConnell. Enfin, c'est plus un jeu aussi collectif. Je sais pas, peut-être qu'ils pensaient que la victoire était acquise, peut-être qu'il y a une espèce de forme de relâchement, ou justement une forme de stress, enfin inversement, une forme de stress qui monte vis-à-vis de la possibilité de mener 3-1. Mais j'ai trouvé que sur ces 2 minutes du 3e quart-temps, Indiana s'arrête un petit peu de jouer et trouve un petit peu la porte à OKC, puisque même si tu es mené entre guillemets de 10, à ce moment-là, avec la possibilité d'être mené de 12 si Toppins essaie de lancer, bah tu débutes le 4e quart-temps avec la balle, et surtout, entre guillemets, que à -7, puisque J-Dub te met 4 points dans les 30 dernières secondes. Ouais, deux actions de J-Dub qui font du bien, là encore. Pour le coup. Il a vraiment été très bon pour le coup. Mais ouais, là, c'est vrai que sur la fin de 3e quart, autant le run où t'as Topin qui score comme un dégénéré, je me dis, bah, mérité. Autant c'est vrai que sur la fin de 3e quart, tu dis, attention. Ouais, il commence un peu à se dénaturer. Petite porte ouverte, et du coup, bah, t'es à 87-80 à la fin du 3e quart, comme tu l'as dit. Et quelques minutes plus tard, tu te retrouves à 89 partout. Tu commences le 4e quart-temps, et pour le coup, tu le commences plutôt bien. Plutôt bien. Ça dépend. Parce que t'as un moment où le premier panier, justement, c'est le fade-away là, à mi-distance d'Alex Caruso. Ouais. T'as un stop de la part d'OKC, et du coup, OKC a la possibilité de revenir à 3 ou 2, du coup, puisqu'il y a 5 points d'écart à ce moment-là. T'as la remise en jeu de Kenrich, qui envoie une saucisse, qui donne un dunk en transition d'Obi Toppin, et je t'avoue, à ce moment-là, je me dis, mais c'est pas possible. T'as une fenêtre qui est entrouverte, c'est pas possible de la gâcher à ce point-là, quoi. C'est des actions que t'as jamais vues. C'est vrai que j'avais zappé cette remise en jeu, mais oui. Ouais.
Le tout début, oui, mais après, après là pour le coup, c'est plus c'est Chet mieux. Holmgren notamment qui commence à être, enfin qui continue d'être agressif au panier pour le coup et qui arrive à scorer quelques points. Et en Le fait, rebond off. Puis le et rebond off. bah, il y a du rebond off, mais je crois qu'il y a un moment où il attaque le panier et il en met un aussi. Parce que, mais en gros, il continue d'être agressif et ça se débloque un peu via Chet. Et après, t'as Caruso qui continue de faire du Caruso. Hein. Il met un putback à un moment donné. Après, il gratte un ballon. Après, il y a Shea qui foire un truc, qui foire un de ses tirs. Mais t'as de l'activité de Caruso, de l'agressivité de Chet. Et en fait, sans être spécialement beau à regarder, ta line-up Shea, Caruso, Dort, Kendrick, Chet, là, que t'as mis dans ce début de quatrième quart-temps, est à faire coller à 89 partout. Indiana a commencé, ça avait commencé déjà sur la fin de troisième quart-temps, comme on l'a dit, mais ça a continué un peu dans ce quatrième quart-temps, a commencé à déjouer. Et ouais, tu recolles, et c'est un peu, et pareil, c'est un peu inespéré, quoi. En fait, jusqu'à ce moment-là dans le match, tu te dis, bah, on est toujours dans le match alors qu'on n'est pas bon, quoi. Et c'est un peu miraculeux, en fait. Tu te retrouves dans ce milieu de quatrième quart-temps à égalité, alors que t'as pas été spécialement bon, juste t'as été opportuniste, t'as un Caruso qui fait le match de sa vie, et ouais, Indiana qui a un peu commencé à, contrairement à ce qu'ils ont fait sur tout le reste des finales et tout le reste peut-être même des playoffs, à moins faire circuler le ballon, moins jouer leur jeu en fait tout simplement. Et Oui, ils ont, largement. Ils ont déjoué. C'est accentué au fur et à mesure du quatrième quart-temps, mais oui, tu recolles en profitant un peu, et c'est quelque chose qui a fait OKC plusieurs fois dans ses playoffs notamment. Tu vois, le match 4 contre Denver, on l'a dit, OKC gagne, mais c'est un match qui est vraiment pas beau aussi. C'est encore pire que celui-là. Oui, le match 4 contre Denver, c'est peut-être le pire match des playoffs qu'on ait vu d'OKC pour le coup. Hein. Franchement, des deux côtés, c'était pas beau. Il y a le match 3 face à Minnesota. Ouais, mais Minnesota était bon. Oui. Alors que contre Denver, les deux sont nuls. En termes de niveau des deux équipes, effectivement, c'est pas folichon. C'était pas beau, mais même tu vois le match 3 contre Memphis où tu remportes le match, mais franchement la fin de match c'était horrible, c'était ignoble. Enfin, OKC bizarrement dans ce genre de scénario où les deux équipes sont pas terribles, est plutôt en réussite sur ces playoffs. Mais ouais, tu vois un peu arriver ce truc de ça va être une fin de match dégueu avec ce qu'a fait Indiana, et avec le fait qu'OKC arrive à recoller, mais sans être franchement incroyable, sans développer un jeu offensif de ouf. Et bon, de toute façon, t'as toujours pas tenté de 3 points, t'as toujours pas ton spacing, donc tu vas un peu à l'arrache et tu vois ce qui se passe. Et ouais, à ce moment-là, d'ailleurs, pour souligner à quel point Kendrick je le trouvais bon, alors c'est moins flagrant en première mi-temps, mais dans le quatrième quart, il est quand même pertinent. J-Dub rentre, et du coup, pour se retrouver avec cette line-up, avec les 4 titulaires, Shea, Dort, Dub, Chet et Caruso à la place d'Hartenstein, et je me dis, j'aurais bien aimé voir 1 ou 2 minutes de plus de Kendrick. Voilà, non. J-Dub qui rentre, c'était tout à fait logique, et je me suis dit, oui, c'est normal. Mais tu sais, quand Kendrick sort, je fais, c'était cool, c'était sympa, bon passage de Kendrick. Et oui, bon, pas J-Dub à ce moment-là, continue son bon match sans être non plus extraordinaire dans le quatrième quart-temps que sur le reste du match. Mais il y a des drives au cercle, pour le coup, qui sont monstrueux dans le quatrième quart-temps. Il y en a un, c'est pour revenir à égalité, il me semble. Ou mais pour le coup, c'est lui qui devrait prendre des notes, parce que la capacité de J-Dub à savoir très bien utiliser les écrans d'Hartenstein pour finir au cercle, c'est le panier qui permet au OKC de revenir à égalité. Alors il y a eu plusieurs paniers au OKC à revenir à égalité, mais c'est à ce moment-là où je me dis, ouais, J-Dub, c'est le J-Dub qu'on attendait, quoi. En termes de shot making, il est pas bon, on va pas se mentir, il n'y a pas un tir qui tombe dedans pour J-Dub sur quasi tout le match, même quasi toutes ses finales. Par contre, en termes de capacité d'agression au cercle et capacité de provoquer des lancers, il est vraiment excellent dans ce domaine-là. Et tu vois, tu parlais du fait que OKC revenait sans être particulièrement brillant dans ce match offensivement. Les rebonds offensifs. Tu regardes déjà quand OKC se retrouve mené de 5, t'en as un de Chet, puis après t'en as un autre de... Enfin, t'as un panier de Shea, un 3 points de Shea qui est manqué, qui donne un panier justement pour Chet sur un putback. T'as un panier de je sais plus qui est manqué, rebond offensif d'Hartenstein qui la redonne direct à Shea qui va marquer des 2 points. OKC a pris 4 rebonds offensifs. Sur les 4 rebonds offensifs, ça donne 8 points quasi dans les 3 secondes qui suivent, quoi. Donc ça a vraiment été extrêmement important sur cet aspect-là, c'est que les rebonds offensifs dans le quatrième quart-temps ont permis au Thunder déjà de revenir, et puis surtout de commencer à prendre le lead, ou en tout cas de maîtriser un petit peu plus le tempo et de pas partir dans un espèce de hurrah basketball, ce qui n'a pas été trop le cas. D'ailleurs, OKC a été extrêmement bon pour limiter les transitions des Pacers sur l'intégralité du match, contrairement au match 3 où c'était la foire à la saucisse. Mais voilà, je trouve que dans ce quatrième quart-temps, l'impact s'est aussi beaucoup fait sur le rebond offensif, là où tu vois les Pacers pour le coup sur leur comeback du Game 1, ils reviennent aussi sur des rebonds off, quoi. Ouais, c'est un facteur important. De toute façon, il y a 2 paniers sur le rebond off où c'est tout bêtement Shea qui rate un 3 points et Chet qui arrive au putback. Pour ça, c'est des semi-passes décisives, ça compte pour 0,5. Voilà. Ça.
on peut créditer, il n'est pas vraiment à 0 passe. Voilà, c'était volontaire. Il a En plus, volontairement raté. il y a un moment, Hartenstein il m'a panier dans le 4e quart-temps. Shea lui fait la passe, mais comme Hartenstein il la perd, puis il la récupère, il remet le panier, Ouais, ça c'est pas compte compté pas, en quoi. passe décisive. Enfin, Mais, bon, on va pas défendre le match au playmaking de Shea. On va parler justement. Là, on commence à arriver sur le moment où il a été plutôt exceptionnel, on va pas se mentir, mais il a pas été verni par certaines actions. ouais, c'est vrai. Il devrait être à un peu plus de 0, même si c'est pas son meilleur match au playmaking. Voilà, 0 c'est sévère. Mais Par contre, c'est le match où, enfin, c'est le 4e quart-temps où il commence, un peu comme l'intégralité du Thunder, à se lock défensivement. Parce que ouais, autant dans le 2e quart-temps, il y a des moments où il se fait cook par McConnell, alors que McConnell il fait tout le temps le même move. Et Shea il est en mode oh bah je suis surpris, je m'attendais pas à ça. Autant déjà dans le 3e quart-temps, il commence à refuser un petit peu les prises de position de Siakam, où il intercepte des ballons sur des tentatives des entry pass, il en pique une sur Topin aussi. Et là, sur le 4e quart-temps, ça essaye de switcher sur lui. OKC est passé en mode full switch sur ce 4e quart-temps. Ça n'avait pas marché au match 3, ça a marché au match 4. Mais voilà, Shea, il commence à se mettre un petit peu. Bon, il se fait blow by une ou deux fois par Tyrese Haliburton, on va ouais. pas mentir, mais c'est pas des mauvaises défenses, j'ai envie de dire. Il se fait juste battre sur Haliburton. Enfin, par Haliburton, ça arrive à des gens très bien. Hein. Bah disons que sur les 3 premiers cartons, ouais, tu l'as dit, il y a des actions de McConnell où franchement, ouais, tu revois le mauvais Shea défensivement. Et c'est vrai que c'est dans le 4e Où il quart. se bat même pas, tu vois, sur Ouais, des prises de position de Siakam au poste. Ouais, tu vois ce truc où oui, il le laisse marquer quoi, l'attaquant adverse. Et oui, il était très énervant quand même sur ce match défensivement. Mais le 4e quart-temps, il y a du mieux où, notamment, il y a une action, je crois que c'est Dort qui fait l'interception, mais il y a une pression mi-terrain aussi de Dort et Shea où il y a une interception et où Shea va au lancer au final grâce à ça. Et bah justement, c'est Dort qui fait l'interception, mais Shea lui est aussi là pour venir mettre la pression. Et il a été important là-dedans. Il y a une autre action où il y a une prise de position de Siakam dont tu parlais, où Shea il vient gratter la balle aussi. Parce qu'il empêche Siakam de prendre position comme il veut, il lui prend le ballon. Il y avait du mieux, ouais, chez défensivement là-dessus. Et puis bah, après, offensivement, je l'ai pas trouvé brillant offensivement, chez dans ce 4e quart-temps, même s'il met 15 points en 5 minutes. C'était très fort. Et il y a un moment aussi, il met deux gros mi-distance. Je crois que les deux sont sur Nesmith. Il y en a un, c'est sûr, sur Nesmith, parce qu'il fait son petit step back à mi-distance où il perd un peu l'équilibre, là. Et où il le met quand même côté gauche. C'est passer devant, ça. C'est le call. C'est le non-call. C'est le push-off plus le marché sur Nesmith. Ouais. Mais il le met super. sur Nesmith et l'autre, je crois que c'est sur Nesmith aussi. Mais hormis ces deux paniers-là, c'est surtout il met des lancers. Le 3 points. Il est opportuniste. Il y a le 3 points, c'est vrai. Ah non, le 3 points. Le 3 points est gigantesque. Il y a 3 points. Bah, oui, il est important. Mais tu vois, je l'ai pas trouvé. Il y a beaucoup de lancers francs, beaucoup on va dire, d'opportunisme de la part de Shea, mais il fallait le faire par contre. Pour le coup, il a pris ses responsabilités, il a pris les lancers qu'il y avait à prendre et disons que les décisions de Shea étaient plutôt les bonnes sur le 4e quart-temps, là où sur le reste du match, c'est quand même plus discutable, je trouve. Son match il met 35 points, mais son match n'est pas si bon que ça, je trouve. Il est très correct et le 4e quart-temps, il met 15 pions, il est hyper important évidemment. Mais c'est des 35 points où on a vu des matchs de Shea à 35 points où c'était quand même bien mieux dans le contenu pour le coup. Là, c'était vraiment parfois forcé, des prises de décision un peu bancales sur le match. 4e quart-temps, il était un peu plus focus et il fait un bon money time pour le coup. Bon money. Voilà, franchement. Non, bon money time. C'est juste un bon money time pour toi. Bah, allez, très bon si tu veux parce il rentre ses tirs, il rentre ses lancers. Mais j'ai pas trouvé 15 des 16 derniers points d'OKC. Ah oui, non mais on est d'accord. Après, c'est aussi que l'attaque d'OKC, c'est pas une grande prestation offensive d'OKC sur le match. Ouais, mais pour le coup, l'attaque en fin de match, elle fonctionne plutôt bien. Puisque t'as le play qu'on voit depuis 2 ans, sur lequel on se moquait avec Pierre en disant qu'OKC avait pas de play. Enfin, le seul play un peu qu'on voyait régulièrement pour le Thunder dans le clutch, c'était Shea et un switch. Enfin, Shea qui pose un écran pour J-Dub et Shea qui est servi en tête de raquette pour le coup. Mark Delnault il prend temps mort quand il reste 3:40 je crois. À partir de là, t'as quasiment tout le temps vu cette action quoi. C'est vraiment ouais, ils l'ont beaucoup fait. Mais tu vois, il y a des fois où il y a cette action là aussi où il y en a une où franchement l'action est dégueulasse honnêtement. C'est je crois J-Dub qui remonte la balle. T'as cet écran non, c'est une prise de position de Shea plutôt, un peu à mi-distance. Il reçoit la balle. Shea il arrive pas à se créer son décalage, il la remet à J-Dub. J-Dub il arrive pas à créer le décalage. Il passe à Shea et oui justement il y a le 3 points mais l'action elle est quand même elle est horrible quoi franchement. C'est à toi à moi, ils font des 1-2 comme ça pendant 24 secondes et t'as Shea qui met le panier, c'est un peu miraculeux. Mais franchement, tu vois, c'est pour ça que je dis que la fin de match de Shea, il est bon hein, il met 15 points et tout mais je le trouve pas extraordinaire non plus, c'est que dans l'exécution, c'était pas non plus pareil comme tu l'as dit le push-off avec le marché où il est en déséquilibre machin où il met son panier sur Nesmith.
Bah, franchement, c'est un panier de raccro, quoi. C'est vraiment pas. Ce panier, faut le mettre. Mais Faut le mettre. Oui. Par contre, on peut pas l'enlever à Shai. Au moins, il a pris ses responsabilités. Il avait dit d'ailleurs, je crois qu'il l'a dit en interview d'après-match où il a dit, bah non, on était, il avait dit le truc, on était désespérés, on a pris le match. Quitte à mourir, autant mourir les armes à la main. C'est ça. Swing for the fences, on dit en anglais. Ouais, c'est ça, exactement. Mais du coup, il a dit, bah, j'ai pris, en gros, il faisait comprendre, bah, il a pris ses responsabilités, il a dit, bah, je dois bien ça à l'équipe, bah, j'ai donné tout ce que j'avais, etc., pour essayer de faire gagner l'équipe. Et pour le coup, on l'a vu, il a vraiment pris ses responsabilités. C'était pas flamboyant, mais il l'a fait et il a été très important. Et il met quand même 15 pions. Donc oui, évidemment qu'il a été bon chez la fin de match. Mais tu vois, il y a d'autres moments où on a vu Shai genre exécuté, il est dans ses spots à mi-distance, il est en rythme, etc. Ouais, mais tu vois, il y a des matchs, des victoires de Shai, même des victoires d'OKC où il y a Shai qui est très fort dans le 4e quart, où il exécute, il est dans ses spots, il enchaîne que les bons choix. Je trouve que c'était quand même vachement moins flagrant là-dessus. Mais il a scoré, il a mis les lancers, il a mis ce gros 3 points aussi. C'est quand même une belle fin de match de Shai, on va être honnête. Mais je trouve pas que. Genre, tu vois, par exemple, dans le récap, tu l'as pas mis homme du match. Alors, pourtant, 15 points dans le 4e quart, c'est énorme. Je le mets pas sur les 3 quarts temps, mais moi, je parle que des 5 minutes. Déjà, c'est le joueur qui a mis le 15 points en 5 minutes. Je crois c'est le plus grand total de match, plus grand total de points sur les 5 dernières minutes d'un match de finale pour un seul joueur. Et puis surtout, tu vois, tu parlais du fait que l'exécution était pas bonne. Je trouve que la fin de match de Shai, c'est pas juste il va chercher des lancers. C'est qu'il les provoque les lancers. Ah oui, et là, clairement, pour le coup, clairement. il est en full intelligence, il est en full RP Chris Paul, il est en full RP James Harden, il est en full malice parce que tu vois, c'est pas juste des actions où il est un petit peu bail-out par les arbitres, où il est un petit peu sauvé par les arbitres. On reparlera de l'arbitrage juste après parce que c'est à ce moment-là où ça a commencé à s'exciter sur Twitter. Mais tu vois, avant son 3 points, déjà le 3 points est monstrueux. Le 3 points, alors pour le coup, moi j'étais pas optimiste sur le match, mais quand j'ai vu J-Dub qui fait la passe à Shai, dans ma tête, je me suis dit, oh, Shai Gilgeous-Alexander en catch and shoot, c'est un peu l'Arlésienne où il est hyper efficace sur les catch and shoot à 3 points. Il en prend pas beaucoup, mais il est bon. Donc je me suis dit, alors peut-être, tu vois, mais. Moi, je t'avoue que je le voyais pas rentrer. La possession était tellement dégueulasse. Je me dis, oh là là. J'y croyais, tu vois. Celui-là, inconsciemment, j'y croyais. Mais voilà, avant ce 3 points, il provoque 2 lancers où il fait, justement, il est dans une situation un petit peu de size-up où t'as Nesmith qui le défend un peu il met la main. Qui met un petit peu en head check. Il fait un rip shoot, quoi. Il fait comme. Il met la main sur l'épaule, Nesmith, et du coup, Shai. Oui, là pour le coup il était intelligent, mais enfin disons pour peut-être mieux formuler ce que je veux dire, il a pas été genre en mode ouais regarde comment il était trop fort, Shai, il était dans ses spots, personne ne voulait rien faire. Il était plus, comme tu l'as dit, malin. Il a été opportuniste, quoi. C'était pas du Shai ouais non mais il est trop fort MVP, etc. Mais par contre il a pas mis 6 jumpers quoi en fin de match. Voilà, c'est ça, c'est plus ça, c'est qu'il n'était pas indéfendable, mais juste il a été gratter les points qu'il fallait et il a été opportuniste, voilà, c'est ce qu'il fallait faire pour le coup sur ce match. Après, les jumpers seraient peut-être rentrés s'il n'y avait pas des fautes, hein, tu vois, genre les 2 lancers là qu'il a quand il reste 44 secondes où c'est Nesmith qui lui tape le bras, là pour le coup peut-être que le jumper il serait rentré, mais tu vois on part de tellement loin sur les clutches de Shai Gilgeous-Alexander dans ses playoffs que là t'en as un où il est quasi parfait, enfin je veux dire il marque 15 points, Indiana marque 17 points sur le carton, quoi. Donc il y a un moment où le gars est assez costaud et ça peut amener sur l'arbitrage parce qu'on fait déjà un débrief qui est bien trop long, mais très rapidement sur l'arbitrage, quand j'ai revu le match, ça ne m'a pas paru plus flagrant que ça. Déjà sur le match en direct, j'ai eu le malheur de voir que ça râlait sur Twitter. Je pense que ça râle beaucoup sur Twitter parce que ça favorise OKC, on va pas se mentir, hein, le push-off de Shai Gilgeous-Alexander, potentiellement il aurait largement pu être sifflé. Après il faut être aussi honnête en pensant que Aaron Smith il attrape le maillot de Shai avant qu'il y ait push-off. Donc j'ai envie de dire que sur un call où les deux font faute, je suis plutôt d'avis limite de laisser l'action se dérouler et de rien siffler, puisque de toute façon s'il y en a un ou l'autre qui fait faute, j'ai envie de dire prime à l'attaquant, puisque la NBA est avant tout une ligue d'attaque. Au niveau des lancers, franchement, revoyez le match, hein, les fans des Pacers qui nous écoutent, hein. Peut-être que nous on est biaisés parce qu'on est fans d'OKC, mais moi je trouve qu'il n'y a rien de particulièrement scandaleux au niveau des calls. Par contre je trouve que l'arbitrage dans sa généralité est scandaleux, c'est-à-dire que notamment sur les fautes flagrantes, hein, puisque l'action de Caruso là au game 3 c'est pas une flagrante, par contre l'action de Topin au match 4 c'est une flagrante, donc il y a un manque de consistance en fonction des arbitres qui est absolument scandaleux. Et au niveau de l'arbitrage, c'est pas étonnant quand tu sais que c'est 2 équipes qui concédaient le plus de lancers francs. Enfin, c'était 2 équipes qui concédaient c'est ça, le plus de lancers francs sur ces playoffs, qui est beaucoup de lancers francs. Mais bon, là on arrive à un moment où le jeu est extrêmement haché, où on va pas se mentir, c'est pas très agréable à regarder. T'as 71 lancers je crois en cumulé sur le match. C'est pas très agréable à regarder.
Mais voilà, au niveau de l'arbitrage, honnêtement, vous pouvez dire ce que vous en pensez dans les commentaires, surtout les fans des Pacers. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent et je les salue. Ce que vous repensez un petit peu sur l'arbitrage, mais je trouve pas, contrairement à ce que j'ai pu lire sur Twitter, que ça a été du 8 contre 5. Quoi. Non, clairement pas. Après, oui, dans le premier quart-temps, t'as quelques calls, ouais, peut-être en faveur d'OKC, mais après, t'en as tout le temps, quoi. Et puis t'en as même, enfin, t'as des moments où il y a des fautes d'OKC sur des box-out où il y a pas de faute, quoi. Et ici, faute d'OKC. OKC qui encaisse sur les 15 points des Pacers, il y en a 6 qui sont des fautes au rebond défensif. Ouais. Non, mais franchement, oui, l'arbitrage, il a pas été très bon, et puis ça laissait pas jouer surtout, c'est ça qui était énervant, parce que oui, 53 fautes sifflées, 71 lancées, oui, on n'a pas trop envie de voir ça, c'est sûr, mais en même temps... surtout dans des playoffs qu'il a joué physique. Oui, voilà, et puis, oui, si on veut parler de Twitter, je sais pas, il y a des calls en mode, il y a des tweets en mode, ouais, bah OKC, ils ont gagné grâce à ça, etc. Franchement, les calls qui étaient peut-être en faveur d'OKC, c'était le premier quart-temps, quoi. Il y a un match qui s'est joué après, il y a un money time, c'est pas les calls des arbitres qu'on fait faire 1 sur 4 à Mathurin sur la ligne des lancers, et qu'on fait faire 2 fautes à Mathurin sur des remises en jeu, c'est pas les arbitres qu'on fait faire ça, comme c'est pas les arbitres qui font que l'attaque d'Indiana s'enraye complet en fin de match, quoi. C'est ça, à un moment donné, c'est quand même vachement plus impactant le fait qu'Indiana ait pas réussi à développer son jeu offensif et choke, pour le coup. Autant Indiana sur l'ensemble des playoffs, ils sont extraordinaires dans les money time, autant sur le game 1 dans le money time, ils sont énormes, et c'est OKC pour le coup qui choke. Sur ce match 4, pour le coup, ça s'est inversé. OKC a bien géré le money time, comme on l'a dit avec chez Opportunist, etc. Mais sans être exceptionnel, OKC a bien géré le money time et a fait les bons choix. Là où Indiana a perdu son jeu offensif et a pas été bon dans le money time. Pour le coup, ça s'est joué là-dessus et ça s'est pas joué sur des coups de sifflet pour le coup. T'as un passage, un span de 30 secondes qui est extrêmement important, où t'as le 3 points de chez Gilgeous Alexander, qui c'est qui se fait piquer la balle par Caruso? Au début je pensais que c'était Chet qui l'a contré, mais en fait c'est Caruso qui pique la balle, c'est peut-être Nembhard, et Nembhard tombe sur cette action là. Du coup, il n'a pas le temps de revenir sur Shea. C'est Nesmith qui se colle sur Shea. Et après, il y a cette action où OKC passe devant. Il y a vraiment ce stretch de 30 secondes où OKC fait un 5-0 pour passer devant, qui est extrêmement important. Et ouais, pour parler de l'attaque des Pacers dans ce quatrième quart-temps, dès le début, déjà, j'ai pu lire des remarques qui disaient Siakam, il a été très bon, pourquoi il n'a pas été plus servi? Regardez, c'est aussi ce que je pensais, mais regardez la fin de troisième quart-temps et le début de quatrième quart-temps, Siakam il est déjà immonde avant la fin de match. Donc tu peux comprendre qu'en fin de match il reste parqué dans son corner. Et puis j'ai envie de dire Chet Holmgren quoi sur cette fin de match. Ils ont essayé de le cibler. Franchement, il en a concédé des points sur des drives d'Haliburton. À la fin, il concède plus rien, quoi. Il ne concède absolument plus rien. Haliburton, il se retrouve à tenter un step back compliqué quand OKC est à +2. T'as Nembhard, après ce step back manqué d'Haliburton, t'as un panier manqué de J-Dub. Ensuite, c'est Nembhard qui essaye de défendre sur Chet, d'attaquer sur Chet. Il fait un mi-distance qui, pour le coup, est relativement ouvert, même si Chet fait un bon contest qui est manqué. Ensuite, t'as les deux lancers franchés. Enfin, voilà. Et t'as l'action d'après, l'action où Shea met les deux lancers, la possession offensive suivante d'Indiana. Ils essayent une nouvelle fois d'attaquer Chet. Haliburton, il essaye d'aller sur sa main droite. Enfin, il essaye de driver main droite. Chet lui ferme très bien l'accès au cercle. Il est obligé de ressortir sur Miles Turner. Miles Turner qui envoie une saucisse à 3 points, où Bénédicte Mathurin effectivement nous fait Nick Anderson, on va pas se mentir, Nick the Brick, puisque voilà, c'est là aussi où je suis pas forcément d'accord quand on dit shot picking is not luck, parce que tu as des paramètres qui sont improbables et qui sont en fonction de l'événement. Bénédicte Mathurin, c'est un mec qui a 90% en lancer franc sur les playoffs, il fait 0 sur 3, enfin il fait 1 sur 4, en tout cas il loupe 3 lancers francs de suite. Donc voilà, il y a peut-être c'est peut-être le moment où les Pacers ont été comme le Thunder sur le Game 1, rattrapé un petit peu par l'événement. Ouais, de toute façon, il y a une part d'aléatoire. Quand tu vois que Mathurin, il fait un match 3 extraordinaire, il a 27 pions, et là, sur ce match-là, il est pas foutu de mettre un lancer dans le money time. Oui, forcément, il y a une part d'aléatoire, et oui, moi, j'étais assez surpris. Alors, juste pour revenir sur l'action dont tu parlais de Shea sur Nesmith, c'est aussi un truc à mettre quand même au crédit de Shea, c'est qu'il a été bien gêné par Neymar tout le match, mais par contre, sur la fin de match, il a été défendu quasiment que par Nesmith. Et il a bien profité des moments où il y avait Nesmith sur lui pour l'exploiter, parce qu'en fait Nesmith, on le voit, il n'arrive pas à défendre Shea, quoi. Il fait des fautes, quoi. Mais ça fait 2 matchs que Nesmith sort pour 6 fautes d'ailleurs. Ben oui, c'est ça. Mais il fait trop de fautes sur Shea. Shea arrive à bien l'exploiter, là où Nembhard arrive à mieux tenir sur lui et à beaucoup plus il le colle plus. Et c'est peut-être le seul défenseur d'Indiana qui arrive à gêner Shea. Donc ils en ont un déjà. Ils en ont un, ce qui est pas le cas de tout le monde.
Mais ouais, du coup, pour en revenir à cette fin de match, c'est vrai que j'étais assez surpris quand même ils ont joué quasi 3 ou 4 possessions quand même d'ISO sur Chet. J'étais assez surpris. Là où, quand on joue offensif, et ta réussite offensive passe par du mouvement de balle, j'étais assez surpris qu'Indiana quand même joue que de l'ISO avec souvent Tyrese Haliburton sur Chet Holmgren. Et tu l'as dit, ouais, Chet, il a été excellent en fait sur les switches. Alors, pareil, j'étais assez étonné qu'on concède les switches à chaque fois de Chet sur Haliburton parce que c'était vraiment le play qui était recherché par Indiana. Mais au moins, il n'y avait pas de drop. C'est ça, il n'y avait pas de drop par contre. Alors que bon, c'était Emir Hartenstein, logique. Mais... Il y a un tout petit passage d'Hartenstein dans le 4e quart-temps pour que Chet se repose aussi. Il y a 1 ou 2 minutes et c'est juste après que Chet a été très bon. À ce moment-là, je me dis attention, tu peux peut-être le regretter et finalement ça tient. Ouais, finalement ça tient. Et puis bon, Chet, on sait que c'est pas le mec qui a le plus de cardio, donc c'est pas déconnant de le faire se reposer. Mais du coup, sur la fin de match, où il a été très bon sur Haliburton. Et même quand il était pas sur Haliburton, le peu de possession qu'il y a eu de fin de match où c'était pas une ISO Haliburton sur Chet, t'avais Chet en protection de cercle, quoi. Ou je sais plus qui drive au panier à ce moment-là, je sais plus si c'est Nesmith ou Nembhard qui attaque le panier et t'as Chet qui se lève les deux bras en l'air comme ça et le mec en fait il fait un lay-up contre la planche qui touche même pas l'arceau et ouais non il a été déterminant pour le coup de Chet Holmgren. Comme on l'a dit, il soufflait un peu le chaud et le froid offensivement et même sur le reste du match. Globalement, c'était pas mal, mais c'était pas non plus. C'était solide. En vrai. C'était solide sans être extraordinaire. Le 14-15 en vrai est solide. C'est solide, tu vois, effectivement. Même au rebond, c'est vrai qu'au rebond, il a été pertinent. Mais son match était correct sans être incroyable, mais correct, c'était bien, tu vois. Mais la fin de match, pour le coup, c'était il a été excellent et il a fait déjouer, en tout cas la stratégie choisie par Indiana cette fin de match, de jouer de l'ISO sur lui et de l'exploiter au large pour le sortir de la raquette. Parce que je suppose que l'idée d'Indiana c'était pas forcément de jouer un jump shot d'Haliburton à chaque fois, c'était peut-être plus un drive pour essayer de sortir Chet de la raquette et de créer une passe pour un intérieur qui cut ou ce genre de choses. Mais du coup ça, Chet comme les layups qu'il met avant. Il y a Haliburton, il met un ou 2 lay-up main droite avant où c'est des drives sur Chet et ils ont essayé de reproduire ça, sauf que Chet il est resté devant. Et je trouve que dans cette fin de match, t'as aussi, c'est pour ça que j'évoque le fait qu'Indiana s'est peut-être fait rattraper par l'événement. T'as des arrière-pensées, en tout cas des second thoughts, comme on dit en anglais, sur les joueurs des Pacers que tu n'as pas eu de quasiment tout leur run des playoffs. Où t'as Turner, il a la balle, il est semi-ouvert, mais il prend pas le tir, vas-y, je la redonne à Haliburton. Nembhard, t'as un moment, t'as un bon écran de Miles Turner, il est semi-ouvert, vas-y, je le prends, mais en fait, non, je le prends pas. Je trouve qu'ils ont eu cette espèce de temps d'arrêt. Il y avait ce manque de confiance dans le clutch que je n'ai pas vu de quasiment l'intégralité du run des Pacers, des runs de 2025, des playoffs des Pacers. Et voilà, sur cet aspect-là, je me dis, soit ils se sont fait rattraper par l'événement, soit comme ils mettaient pas vraiment dedans à 3 points, parce que on n'en a pas parlé, mais sur le 4e quart-temps, c'est quand même la foire à la saucisse en termes de maladresse, parce que OKC termine à 1 sur 3 à 3 points, tu tentes que 3 points, Indiana termine à 0 sur 18 à 3 points, avec des airballs assez sévères de la part de Miles Turner ou de la part de Tyrese Haliburton. Peut-être que le fait d'avoir eu avant ça 9 minutes où l'attaque était déjà pas bonne leur a amené à se dire peut-être qu'on n'arrive pas avec la confiance qu'on a, contrairement tu vois au clutch du Game 1 où ils sont dans la lignée du 4e carton où ils mettent tout dedans. Là pour le coup peut-être qu'ils sont arrivés avec un peu plus de doute. Ouais, c'est un peu l'inverse du Game 1 quoi. Le Game 1 ils sont mal partis offensivement, la défense d'OKC avait pris le dessus et ils ont pris du rythme au fur et à mesure de la rencontre, là où c'est l'inverse. La première mi-temps Indiana, l'entame de match, Indiana est flamboyant offensivement et ça se délite petit à petit. Et c'est vrai que oui, en fin de match, t'as senti qu'il y a même sur le airball de Turner à 3 points qui mène au lancer pour Mathurin qui rate là. Je crois que sur ce ballon-là, je crois que c'est Nesmith qui reçoit la balle à 45 et qui fait l'extra passe alors qu'il n'y a pas de raison en fait de faire l'extra passe à Turner sur cette action-là. Parce qu'en fait, il est ouvert. Je crois que c'est Nesmith, je suis pas sûr, mais en tout cas, c'était un mec qui était ouvert à 45 et qui n'avait pas de raison. Non, Nesmith, ça peut pas être Nesmith parce que Nesmith il prend sa 6e avant. Ouais, donc peut-être Nembhard, c'est possible. En tout cas, t'as un mec ouvert à 3 points 45 à gauche et qui fait l'extra passe alors qu'il n'y a pas de raison de la faire non plus. Donc ouais, c'est. Je sais pas s'il y a une extra. Je me demande si c'est pas Haliburton qui drive et qui ressort direct sur Miles Turner. Cette action-là, je crois pas. Après, il y en a eu plusieurs, des actions de ressortie sur Turner, mais pour le coup, cette action-là, je crois pas. Je crois qu'il y a vraiment une passe d'un mec à 45. Haliburton, il a passe un mec à 45 qui fait la passe à Turner. Et du coup, Turner fait un genre de fake parce qu'il y a un mec qui monte sur lui. Il y a Dort sur lui. Et par contre, du coup, il déclenche et il y a Caruso qui était venu en aide à ce moment-là. Mais bref, voilà, tout ça pour dire qu'Indiana, on les a vus déjouer offensivement pour la première fois des finales au moins, voire des playoffs. En tout cas, déjouer dans le club, parce que déjouer offensivement, il y a la première mi-temps du Game 1 sinon. Ouais, mais c'est effectivement, c'est OKC qui donc revient à 2 partout. Tom, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ?
Bah justement, petit hommage à Bénédicte Mathurin. Voilà. Merci Bénédicte pour ces deux Yannick fautes sur Anderson. remise en jeu. Parce qu'il y a le 1 sur 4 au lancer, mais on va pas se moquer parce que Chet au Game 1 contre Denver, enfin voilà, tu vois, on a vécu ce genre de choses aussi. Par contre, Mais il est pas à 90% de chat au lancer. Hein. ouais, c'est pas faux. Ouais, mais tu vois, il est pas maladroit, Chet quand même, hein, au lancer. C'est pas Mathurin, quoi. Voilà. Mais Mathurin, oui, normalement, c'est censé être automatique. Et c'est surtout les deux fautes sur remise en jeu, quoi. Où t'as même pas remis la balle. Et il y en a une où il agrippe le poignet de Shea ou J-Dub. Non, c'est J-Dub. C'est J-Dub, ouais. J-Dub. Et l'autre où il met un tampon sur Shea par ouais, derrière. Un tampon incompréhensible. Franchement, voilà. Les deux fautes sont incompréhensibles de Mathurin. Et peut-être qu'OKC aurait gagné et réussi le Money Time sans ces deux fautes de Mathurin un peu bêtes. Mais ça a quand même bien aidé. Pour le Oui. coup, on prend. Oui, ça a bien aidé, surtout que OKC, OKC passe à plus 4 avec les lancers. Du coup, Mathurin fait 0 sur 2. Il y a un lancer pour Shea qui permet du coup à OKC de passer à plus 5. Et après, tu repères la balle sur la mise en jeu où Mathurin refait 1 sur 2. Puis après, il recoute un panier. Donc, la fin de match de Mathurin, l'entrée de Mathurin dans les 30 dernières secondes est assez catastrophique. Et voilà, c'est lui qui a tué le Thunder sur le Game 3. Il n'a pas tué les Pacers sur le match 4. En tout cas, il a bien favorisé dans les ultimes secondes la victoire du Thunder. C'est bien rattrapé. Merci Bénédicte. Ouais, merci. C'est tout donc pour ce match 4. Très rapidement, on a moins de 5 minutes, Tom. Je te dis, le chrono est activé, on est dans le clutch. En moins de 5 minutes, on parle de ce match 5 qui est, de toute façon, chaque match à partir de maintenant est le match le plus important de l'histoire des deux franchises. Donc le match le plus important de l'histoire du Thunder dans un Paycom Center qui va être bouillantissime. Comment tu vois, toi, ce match 5 ? Déjà, première question, est-ce que OKC reste avec le même starting 5 qu'au match 4 ou alors il y a une adaptation ? Et puis surtout, est-ce que tu vois cette équipe du Thunder capable de mieux huiler son jeu collectif et de se retrouver un peu moins dominé par la défense des Pacers ? Alors, Paycom Center bouillant, oui, forcément, vu ce qu'on a vu en playoff, un match 5 de finale, c'est évident. Le même 5 majeur, disons que si tu changes de 5, je sais pas trop lequel tu mets. Parce que je sais pas si Degnaud va mettre Caruso dans le 5, tu vois. C'est un truc que je tenterais, mais je suis pas sûr. Donc je pense que la line-up à 2 grands va être reconduite. Parce que je pense que tu as quand même assez d'échantillons sur ces finales, les 3 premiers matchs, pour voir que Cason Wallace dans le 5, ça marche pas du tout. Et globalement, les finales de Cason ne sont pas bonnes. Et je le vois pas tenter ce qu'on a envie de voir, le Kenrich post 4 titulaire. Donc je pense que la line-up à 2 grands sera reconduite. Pas exclu que si ça reparte mal comme sur ce match 4, le match 5, début de seconde mi-temps, c'est plus Hartenstein titulaire, mais c'est un autre gars. Mais je pense qu'il va retenter, même si on verra très peu Chet et Hartenstein ensemble sur le parquet. Et après, oui, est-ce qu'OKC peut développer son jeu offensif mieux que sur ce game 3 et 4 ? Oui, parce que c'est pas compliqué de faire mieux, pour le coup. J'ai envie de dire. Alors, ce match 4, il est horrible, donc pour le coup... Au-delà de faire mieux, comment ils peuvent faire mieux, j'ai envie de te dire ? Faire plus confiance à tes role-players. Franchement, tout bêtement, là, t'as joué que de l'ISO, apporter du mouvement de balle, plus de 3 points, plus de volume, parce que de toute façon, t'es à 3 sur 16 à 3 points sur ce match. Donc c'est pas en ayant un plus petit volume que t'arrives à être plus adroit. Donc autant avoir du volume, parce qu'au moins, mathématiquement, tu vas mettre plus de points. Donc, et essayer de faire confiance, des mecs comme, je sais pas, Lugensdort, quand il est à domicile, il a le droit de mettre des 3 points. Donc peut-être essayer. Même à l'extérieur. C'est moins vrai sur ces finales, ouais. Pour le coup, le match 3, il les a mis. Mais voilà, essayer de faire plus confiance à tes shooters, à tes role-players pour créer plus d'espace, pour permettre à tes stars d'agresser le panier. Parce que tu as réussi quand même à créer des paniers, à créer beaucoup de lancers, malgré ton manque de spacing. Mais si tu pouvais avoir encore plus d'espace pour tes stars, et surtout pouvoir, grâce à tes shooters, créer des accès off-ball pour du Caruso, qui arrive quand même à en avoir malgré ça, parce que le mec est sur une autre planète, mais il se débrouillera encore mieux s'il a plus de spacing. Mais surtout, pour Aaron Wiggins, pour Cason Wallace, pour tous ces mecs-là qui sont en train de disparaître petit à petit là, au fur et à mesure de la série, peut-être qu'en essayant de prendre plus de volume à 3 points, tu peux essayer de débloquer ton jeu offensif, parce que pour le coup, on voit... OKC n'a jamais vraiment pris l'eau face à l'attaque d'Indiana sur un match entier. Sur des séquences, oui, mais sur un match entier... Sur des grosses séquences, une mi-temps. Hein. Ouais, mais tu vois, pas sur un match entier, justement. Enfin, tu sais qu'Indiana va avoir un plancher... oui, mais après tu sais quand contre t'as une Minnesota, défense élite, tu sais le match 3 contre Minnesota. Oui, c'est un match. Oui, mais disons que tu pouvais te dire l'attaque d'Indiana est tellement forte que Indiana peut-être avec leur attaque qui prend le dessus te mettre un match à 130 pions, imaginons, tu vois. Même si c'était une défense élite. Bon là tu vois que Indiana certes a un plancher offensif haut, mais a quand même un plafond dans sa production offensive parce que défensivement, même en ayant un mauvais début de match comme t'as eu, t'es quand même capable de limiter un peu cette attaque d'Indiana. Et là en plus leur money time ils l'ont mal géré.
Donc, après, c'est ce que vous avez dit sur le match 3, mais ce qu'on a dit sur tous les podcasts des finales. Le salut d'OKC va venir de la capacité du Thunder à développer son jeu offensif et à scorer, hein, tout bêtement. Donc voilà, si tu fais plus confiance à tes shooters et qu'ils rentrent leur tir sur ce match 5, je pense que ça peut débloquer beaucoup de choses et que tu partiras sur de bonnes bases pour remporter le match 5, sans spoiler le pronostic, évidemment. Non, bah vas-y, parce que là, t'as fait une possession digne d'Aaron Wiggins, là, 15 secondes d'isolation. Ty Jerome de l'époque. Ty Jerome, pronostic, de toute façon, globalement, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que t'as dit, je suis d'accord avec toi, mais du coup, pronostic 3-2 OKC. Allez, 3-2 OKC. On est confiant. Moi, je pense que ces finales, ça sera du copier-coller Denver. OKC en 7 tu sais que mon prono avant playoff, c'était OKC en 7. Hein. Bon, c'était contre Boston. C'était pas Indiana que j'avais prévu. Mais mon prono de la série, c'est OKC en 7. Ouais, non, j'avoue que j'avais vu 4-1, tendance 4-2. Bon, j'espère que la tendance se confirme parce qu'un match 7 à OKC, même si ça peut être très cool, un match 7 de finale à OKC pour remporter le titre, niveau stress, ça va être quand même quelque chose aussi. Oui. Mais ce match 5, je pense qu'OKC peut le prendre parce que on a commencé à voir que l'attaque d'Indiana pouvait faillir. On l'avait vu sur la première mi-temps du Game 1, on l'a vu dans le Money Time du Game 4, et ça c'est nouveau, que Indiana puisse mal exécuter dans le Money Time. Et je pense surtout que OKC a montré sur ce match 4 que, comme il l'avait montré dans le match 4 contre Denver, malgré une performance défensive horrible, ils sont capables de prendre des matchs. Donc pour peu que tu arrives à développer ton attaque, et c'est un peu comme j'ai dit, c'est un peu tout l'enjeu de ces finales, c'est si tu arrives à développer ton jeu offensif, pour moi tu es meilleur qu'Indiana. Mais il faut le faire. je pense qu'OKC va réussir à le faire sur le match 5. Et on verra. Petit stress quand même, hein. Je ne suis pas 100% serein sur mon prono. Ouais, ce sera le mot de la fin. 3-2 OKC. OKC retourne enfin pour ma part, mon pronostic, OKC retourne à Indiana avec une balle de match. Voilà. On a été très long sur ce débrief du match 4. Merci à celles et ceux qui sont allés jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en préambule et comme je le dis à chaque fois, de vous abonner si la vidéo vous a plu, de laisser des petits pouces, de laisser des petits commentaires. Voilà, ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos réactions. On se retrouve donc mardi, dans la nuit de lundi à mardi pour le match 5. Ce sera à 2h30, ce sera au Peckham Center. Ce sera immanquable si vous êtes supporter des deux équipes, même si vous êtes observateur NBA. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve donc pour ce match 5. À la prochaine. Salut! Salut!